Pendant une grande partie de l'existence humaine, il n'y eut ni ville, ni écriture, ni agriculture. Pas de frontières visibles, pas de chronologie gravée dans la pierre. Pourtant, ces années ne furent ni vides, ni immobiles. Elles s'étendent comme une longue respiration, presque imperceptible, entre l'apparition de notre espèce et ce que nous appelons aujourd'hui civilisation. Dans ce temps profond, les humains vivaient déjà pleinement, conscients, dotés de corps semblables aux nôtres, de cerveaux capables d'abstraction, de mémoire et d'anticipation. Ils observaient les saisons sans les nommer, enterraient parfois leurs morts sans laisser de traces durables, façonnés en des outils qui changeaient à peine sur des dizaines de millénaires. Ce passé ne commence pas par une révolution, mais par une continuité silencieuse, une longue période où l'humanité existait, pensait, se transmettait, sans jamais écrire son histoire. Et si la partie la plus inconnue de notre passé n'était pas celle d'avant nous, mais celle que nous avons appris à oublier. Bien avant que les premières pierres ne soient alignées pour former des murs, bien avant que des signes ne soient tracés pour fixer une parole, les humains existaient déjà depuis longtemps. Leur présence ne s'annonçait pas par des monuments ni par des traces spectaculaires. Elle se manifestait dans la lente adaptation des corps, dans des gestes répétés jusqu'à devenir presque invisibles, dans une manière d'habiter le monde qui ne cherchait pas à le transformer durablement. Ce temps qui précède tout ce que l'on appelle civilisation ne fut pas une attente. Il fut une durée pleine, dense, silencieuse. Les humains de cette période ressemblaient physiquement aux humains actuels. Leur anatomie était déjà celle de marcheurs endurants, capables de parcourir de longues distances, de porter, de grimper, de s'accroupir. Leurs mains savaient déjà façonner avec précision. Leur cerveau avait atteint un volume et une organisation comparables aux nôtres. Rien n'indique une humanité inachevée ou primitive au sens simpliste du terme. Ce qui manque surtout, ce sont les traces que nous savons reconnaître. L'absence de ville ne signifie pas l'absence de structure sociale. Les groupes humains vivaient en communautés réduites, flexibles, capables de se fragmenter ou de se rassembler selon les saisons, les ressources, les tensions internes. Ces sociétés n'avaient pas besoin d'institutions fixes pour fonctionner. Les règles étaient portées par la mémoire collective, par l'observation attentive des comportements, par des ajustements constants. Le pouvoir n'était pas figé. Il circulait, souvent lié à l'expérience, à l'âge, à la connaissance du territoire ou des cycles naturels. Le territoire, justement, n'était pas possédé au sens moderne. Il était parcouru, reconnu, mémorisé. Certains lieux revenaient régulièrement dans les trajectoires humaines, non parce qu'ils étaient revendiqués, mais parce qu'ils offraient des ressources fiables ou une protection naturelle. Une vallée, un point d'eau, un abri rocheux devenaient familiers, presque intimes. La relation à l'espace était faite de répétitions et de souvenirs, pas de frontières tracées. Le temps, lui non plus, n'était pas compté. Il n'y avait pas d'années numérotées, pas de calendrier gravé. Pourtant, le temps était compris avec une grande finesse. Les humains savaient reconnaître les saisons, anticiper les migrations animales, sentir les changements subtils dans le climat ou la végétation. Cette connaissance ne passait pas par des abstractions mathématiques, mais par l'expérience accumulée et transmise. Le temps était vécu, pas mesuré. Dans ce monde sans écriture, la transmission était entièrement orale et gestuelle. Les savoirs se transmettaient par l'exemple, par l'imitation, par la répétition patiente. Un enfant apprenait à reconnaître une plante comestible en observant attentivement les adultes, en écoutant les récits associés à certains lieux, en intégrant peu à peu une cartographie mentale complexe. Ces récits n'étaient pas des mythes figés, mais des histoires adaptables, modifiées selon les circonstances, enrichies par l'expérience de chaque génération. Les outils utilisés pendant cette longue période semblent, vus de loin, étonnamment stables. Pendant des dizaines de milliers d'années, les mêmes formes reviennent avec de légères variations. Cela a parfois été interprété comme un manque d'innovation. Pourtant, cette stabilité suggère autre chose. Ces outils répondaient parfaitement aux besoins. Ils étaient suffisamment efficaces, réparables, compréhensibles par tous. L'innovation constante n'était pas une nécessité. Le changement, lorsqu'il survenait, devait être justifié par un avantage réel. La relation aux objets était différente de celle que nous connaissons. Un outil n'était pas une possession durable. Il était utilisé, parfois abandonné, parfois repris par quelqu'un d'autre. La valeur ne résidait pas dans l'accumulation, mais dans l'usage. Cette logique limitait naturellement la production excessive et réduisait la pression sur l'environnement. Le monde matériel restait léger
presque transitoire. Le feu occupait une place centrale dans cette existence. Il apportait chaleur, protection, lumière. Mais il était aussi un point de rassemblement. Autour du feu, les humains pouvaient prolonger les heures de veille, observer les visages, écouter les sons de la nuit. Le feu transformait le temps social. Il créait des espaces de partage, de narration, de silence aussi. Sa maîtrise demandait attention et responsabilité. Le feu ne se conservait pas seul. Il fallait le nourrir, le surveiller, le transmettre d'un foyer à l'autre. Les paysages de cette époque n'étaient non pas vierges. Les humains les modifiaient, mais subtilement. Par des feux contrôlés, par le prélèvement sélectif de certaines espèces, par la création de sentiers. Ces interventions, répétées sur de longues durées, façonnaient les écosystèmes sans les bouleverser brutalement. Les humains faisaient partie de ces systèmes, pas comme des dominateurs, mais comme des acteurs parmi d'autres. La chasse et la cueillette n'étaient pas des activités improvisées. Elles reposaient sur une connaissance fine du comportement animal, des cycles de reproduction, des déplacements saisonniers. La chasse n'était pas toujours couronnée de succès. Elle demandait patience, coopération, anticipation. Elle impliquait aussi des choix éthiques implicites, comme le fait de ne pas prélever plus que nécessaire, de respecter certains rythmes. La nourriture n'était pas stockée à grande échelle. Cela limitait les inégalités matérielles et réduisait les conflits liés à l'accumulation. La survie dépendait davantage des relations sociales que des réserves personnelles. Partager devenait une stratégie essentielle. Celui qui refusait de partager mettait en danger le groupe, mais aussi sa propre survie à long terme. Les émotions humaines, dans ce monde ancien, n'étaient ni plus simples ni plus brutes que les nôtres. Les humains ressentaient l'attachement, la perte, la peur, la curiosité. Les liens familiaux existaient, mais la notion de parenté dépassait la simple filiation biologique. Le groupe formait une unité affective étendue, où plusieurs adultes pouvaient s'occuper des enfants, où les savoirs circulaient librement. La mort faisait partie du quotidien, mais elle n'était pas nécessairement entourée de rituels complexes. Dans certains cas, les morts étaient laissés derrière, parfois protégés, parfois non. Dans d'autres, des gestes spécifiques suggèrent une attention particulière. Ces pratiques sont variées selon les lieux et les périodes. Elles ne dessinent pas une religion unifiée, mais une diversité de réponses humaines face à la disparition. Ce qui frappe en observant cette longue période, c'est l'absence de rupture nette. Il n'y a pas de moment où l'humanité serait passée brutalement de l'ignorance à la conscience. Les capacités cognitives étaient rentrées déjà là. Ce qui manquait, ce n'était pas l'intelligence, mais peut-être la pression de changer. Les conditions environnementales permettaient une certaine stabilité. L'adaptation suffisait. Ce monde sans ville, sans écriture, sans hiérarchie figée, n'était pas un monde figé. Il était en mouvement constant, mais à une échelle difficile à percevoir pour nous. Les changements se faisaient lentement, parfois sur des milliers de générations. Cette lenteur n'était pas un défaut. Elle permettait une intégration profonde des transformations, sans rupture brutale. À mesure que l'on avance dans ce passé, une question commence à émerger. Si les humains étaient déjà capables de penser, de créer, de coopérer, pourquoi la civilisation telle que nous la connaissons a-t-elle mis si longtemps à apparaître ? Qu'est-ce qui, dans ce monde ancien, rendait l'immobilité relative non seulement possible, mais peut-être souhaitable ? Et surtout, quelles conditions ont fini par rompre cet équilibre ancien, ouvrant la voie à autre chose, encore à peine perceptible dans ce silence prolongé du temps humain ? Dans ce monde ancien, rien ne signalait le passage du temps par des marques durables, aucun pilier dressé pour célébrer un événement, aucune inscription pour fixer une mémoire collective. Le paysage ne portait pas les signes visibles d'un passé humain organisé autour de dates ou de commémorations. Et pourtant, le temps ne passait pas inaperçu. Il se déposait autrement, dans les corps, dans les habitudes, dans la reconnaissance instinctive des cycles naturels. Les humains vivaient immergés dans une temporalité qui ne se laissait pas découper. Le temps n'était pas une ligne, mais une succession de retours. Le froid revenait, la chaleur revenait, les troupeaux réapparaissaient, puis disparaissaient à nouveau. Les fruits mûrissaient toujours aux mêmes endroits, mais jamais exactement de la même manière. Cette répétition n'était pas monotone. Elle exigeait une attention constante aux variations subtiles, aux signes faibles qui annonçaient un changement. Sans date, la mémoire humaine se structurait différemment. Elle ne s'organisait pas autour d'événements précis, mais autour de lieux et de situations. Un souvenir n'était pas associé à un moment abstrait, mais à une rivière franchie, à une saison difficile, à une chasse particulière.
La mémoire était spatiale et sensorielle. Elle se rappelait l'odeur d'un feu après la pluie, la texture d'une roche sous la main, le silence avant l'aube dans un abri familier. Les monuments, tels que nous les concevons aujourd'hui, n'avaient aucune utilité. Construire quelque chose pour durer au-delà de la vie du groupe n'était pas une priorité. Les humains se déplaçaient, revenaient, repartaient. Un lieu important n'était pas marqué par une structure imposante, mais par une connaissance partagée. Il était reconnu, transmis par la parole, par les gestes, par l'itinéraire emprunté encore et encore. Cela ne signifie pas que ces sociétés ignoraient Massorin la notion de passé. Elles la vivaient en fait simplement de manière fluide. Le passé n'était pas figé derrière soi. Il continuait d'exister dans le présent, à travers les récits racontés autour du feu, les comportements appris, les interdits implicites. Une erreur ancienne pouvait encore influencer une décision actuelle, sans jamais être datée ni formalisée. Cette absence de repères chronologiques précis changeait profondément la manière d'envisager l'avenir. Il n'y avait pas de projet à long terme au sens où nous l'entendons. Pas de planification sur plusieurs générations, pas de construction destinée à durer des siècles. L'avenir était proche, immédiat, lié aux saisons à venir, à la prochaine migration, au prochain cycle de croissance. Cela ne rendait pas ces sociétés imprévoyantes. Au contraire, cette focalisation sur le présent élargi favorisait une grande capacité d'adaptation. Le monde matériel reflétait cette relation au temps. Les objets étaient conçus pour être utilisés, pas conservés. Ils portaient les marques de l'usure, parfois réparés, parfois abandonnés. Un outil cassé n'était pas une perte symbolique. Il faisait partie d'un flux continu de fabrication et de disparition. Cette impermanence réduisait l'attachement excessif aux choses et limitait l'accumulation. Les paysages eux-mêmes devenaient en ceux des archives vivantes. Un arbre tordu par le vent, une clairière ouverte par des feux répétés, un sentier tracé par des passages réguliers. Ces traces n'étaient pas intentionnellement conservées, mais elles persistaient en suffisamment longtemps pour guider les générations suivantes. Le territoire se souvenait, même si aucune pierre ne portait de date. L'absence de monuments ne signifie pas l'absence de sens symbolique. Certains lieux étaient chargés d'une importance particulière, sans qu'aucune construction ne le signale. Une grotte pouvait être évitée ou respectée, une colline considérée comme dangereuse, une source comme bénéfique. Ces significations se transmettaient oralement et par le comportement. Le respect ou la prudence se lisaient dans les gestes, pas dans l'architecture. Dans ce monde, la stabilité ne venait pas de la permanence des structures, mais de la continuité des pratiques. Ce sont les manières de faire qui duraient, pas les objets. Une technique de taille de pierre, une façon d'allumer un feu, une posture pour marcher longtemps. Ces savoirs étaient remarquablement résistants au temps. Ils changeaient lentement, souvent imperceptiblement, intégrant de petites améliorations sans jamais rompre avec l'existant. Cette lenteur du changement est parfois interprétée comme une stagnation, mais elle peut aussi être comprise comme un équilibre. Les humains avaient trouvé une manière de vivre qui fonctionnait, qui permettait la survie, la reproduction, la transmission. Dans un environnement relativement stable, l'innovation radicale n'était ni nécessaire ni toujours souhaitable. Le risque associé à un changement trop rapide pouvait être élevé. Sans monument pour rappeler un passé glorieux ou tragique, la pression de se mesurer aux générations précédentes était faible. Chaque groupe existait pour lui-même, dans son propre contexte. Il n'y avait pas de comparaison permanente avec un âge d'or révolu. Cette absence de hiérarchie temporelle limitait la compétition symbolique et favorisait une forme d'égalité entre les vivants. Les relations sociales s'inscrivaient, elles aussi, dans cette temporalité diffuse. Les alliances, les tensions, les réconciliations se faisaient sans être consignées. Une dispute ancienne pouvait être oubliée ou au contraire rester présente sous forme de méfiance silencieuse. Rien n'obligeait à figer ces relations dans des règles écrites. La flexibilité sociale était une réponse directe à l'absence de structure permanente. La nature jouait un rôle central dans cette perception du temps. Les humains observaient attentivement les variations du climat, les signes annonciateurs de changements plus profonds. Une sécheresse prolongée, un refroidissement progressif, une modification dans la distribution des espèces. Ces transformations lentes obligeaient parfois les groupes à se déplacer, à modifier leur trajectoire, à abandonner des lieux autrefois familiers. Lorsque ces changements devenaient trop importants, les savoirs transmis pouvaient se révéler insuffisants. Une plante autrefois comestible devenait rare. Un animal cessait de migrer dans une région donnée.
Ces ruptures, bien que progressives, introduisaient une incertitude nouvelle. Elles forçaient donc les humains à expérimenter, à observer différemment, à ajuster leurs pratiques. C'est dans ces moments de tension que l'absence de monuments et de dates révélait aussi ses limites. Sans archives matérielles, il devenait plus difficile de se souvenir de réponses anciennes à des crises similaires. Chaque génération devait en partie réapprendre, redécouvrir par l'expérience directe. Cette vulnérabilité faisait partie du système. Elle était compensée par une grande capacité d'observation et par la transmission rapide de nouvelles informations au sein du groupe. Peu à peu, dans certaines régions, ces ajustements constants allaient accumuler une pression invisible. Le monde sans date ni monument, fondé sur la répétition et l'adaptation lente, allait se heurter à des conditions nouvelles. Le climat, les ressources, la densité humaine commençaient à changer de manière plus marquée. Et dans ce contexte, une question silencieuse se dessinait. Jusqu'à quel point cette manière de vivre, si ancienne et si souple, pouvait-elle continuer sans se transformer en profondeur ? Dans ce monde ancien, rien ne signalait le passage du temps par des marques durables. Aucun pilier dressé pour célébrer un événement, aucune inscription pour fixer une mémoire collective. Le paysage ne portait pas les signes visibles d'un passé humain organisé autour de dates ou de commémorations. Et pourtant, le temps ne passait pas inaperçu. Il se déposait autrement, dans les corps, dans les habitudes, dans la reconnaissance instinctive des cycles naturels. Les humains vivaient immergés dans une temporalité qui ne se laissait pas découper. Le temps n'était pas une ligne, mais une succession de retours. Le froid revenait, la chaleur revenait, les troupeaux réapparaissaient, puis disparaissaient à nouveau. Les fruits mûrissaient toujours aux mêmes endroits, mais jamais exactement de la même manière. Cette répétition n'était pas monotone. Elle exigeait une attention constante aux variations subtiles, aux signes faibles qui annonçaient un changement. Sans date, la mémoire humaine se structurait différemment. Elle ne s'organisait pas autour d'événements précis, mais autour de lieux et de situations. Un souvenir n'était pas associé à un moment abstrait, mais à une rivière franchie, à une saison difficile, à une chasse particulière. La mémoire était spatiale et sensorielle. Elle se rappelait l'odeur d'un feu après la pluie, la texture d'une roche sous la main, le silence avant l'aube dans un abri familier. Les monuments, tels que nous les concevons aujourd'hui, n'avaient aucune utilité. Construire quelque chose pour durer au-delà de la vie du groupe n'était pas une priorité. Les humains se déplaçaient, revenaient, repartaient en. Un lieu important n'était pas marqué par une structure imposante, mais par une connaissance partagée. Il était reconnu, transmis par la parole, par les gestes, par l'itinéraire emprunté encore et encore. Cela ne signifie pas que ces sociétés ignoraient la notion de passé. Elles la vivaient simplement de manière fluide. Le passé n'était pas figé derrière soi. Il continuait d'exister dans le présent à travers les récits racontés autour du feu, les comportements appris, les interdits implicites. Une erreur ancienne pouvait encore influencer une décision actuelle, sans jamais être datée ni formalisée. Cette absence de repères chronologiques précis changeait profondément la manière d'envisager l'avenir. Il n'y avait pas de projet à long terme au sens où nous l'entendons. Pas de planification sur plusieurs générations, pas de construction destinée à durer des siècles. L'avenir était proche, immédiat, lié aux saisons à venir, à la prochaine migration, au prochain cycle de croissance. Cela ne rendait pas ces sociétés imprévoyantes. Au contraire, cette focalisation sur le présent élargi favorisait une grande capacité d'adaptation. Le monde matériel reflétait cette relation au temps. Les objets étaient conçus pour être utilisés, pas conservés. Ils portaient leur schéma les marques de l'usure, parfois réparées, parfois abandonnées. Un outil cassé n'était pas une perte symbolique. Il faisait partie d'un flux continu de fabrication et de disparition. Cette impermanence réduisait l'attachement excessif aux choses et limitait l'accumulation. Les paysages eux-mêmes devenaient des archives vivantes. Un arbre tordu par le vent, une clairière ouverte par des feux répétés, un sentier tracé par des passages réguliers. Ces traces n'étaient pas intentionnellement conservées, mais elles persistaient suffisamment longtemps pour guider les générations suivantes. Le territoire se souvenait, même si aucune pierre ne portait de date. L'absence de monuments ne signifie pas l'absence de sens symbolique. Certains lieux étaient chargés d'une importance particulière sans qu'aucune construction ne le signale. Une grotte pouvait être évitée ou respectée, une colline considérée comme dangereuse, une source comme bénéfique. Ces significations se transmettaient oralement et par le comportement.
Le respect ou la prudence se lisaient dans les gestes, pas dans l'architecture. Dans ce monde, la stabilité ne venait pas de la permanence des structures, mais de la continuité des pratiques. Ce sont les manières de faire qui duraient, pas les objets. Une technique de taille de pierre, une façon d'allumer un feu, une posture pour marcher longtemps. Ces savoirs étaient remarquablement résistants au temps. Ils changeaient lentement, souvent imperceptiblement, intégrant de petites améliorations sans jamais rompre avec l'existant. Cette lenteur du changement est parfois interprétée comme une stagnation, mais elle peut aussi être comprise comme un équilibre. Les humains avaient retrouvé une manière de vivre qui fonctionnait, qui permettait la survie, la reproduction, la transmission. Dans un environnement relativement stable, l'innovation radicale n'était ni nécessaire ni toujours souhaitable. Le risque associé à un changement trop rapide pouvait être élevé. Sans monument pour rappeler un passé glorieux ou tragique, la pression de se mesurer aux générations précédentes était faible. Chaque groupe existait pour lui-même, dans son propre contexte. Il n'y avait pas de comparaison permanente avec un âge d'or révolu. Cette absence de hiérarchie temporelle limitait la compétition symbolique et favorisait une forme d'égalité entre les vivants. Les relations sociales s'inscrivaient, elles aussi, dans cette temporalité diffuse. Les alliances, les tensions, les réconciliations se faisaient sans être consignées. Une dispute ancienne pouvait être oubliée ou au contraire rester présente sous forme de méfiance silencieuse. Rien n'obligeait à figer ces relations dans des règles écrites. La flexibilité sociale était une réponse directe à l'absence de structure permanente. La nature jouait un rôle central dans cette perception du temps. Les humains observaient attentivement les variations du climat, les signes annonciateurs de changements plus profonds. Une sécheresse prolongée, un refroidissement progressif, une modification dans la distribution des espèces. Ces transformations lentes obligèrent parfois les groupes à se déplacer, à modifier leur trajectoire, à abandonner des lieux autrefois familiers. Lorsque ces changements devenaient trop importants, les savoirs transmis pouvaient se révéler insuffisants. Une plante autrefois comestible devenait rare. Un animal cessait de migrer dans une région donnée. Ces ruptures, bien que progressives, introduisaient une incertitude nouvelle. Elles forçaient les humains à expérimenter, à observer différemment, à ajuster leurs pratiques. C'est dans ces moments de tension que l'absence de monuments et de dates révélait aussi ses limites. Sans archives matérielles, il devenait plus difficile de se souvenir de réponses anciennes à des crises similaires. Chaque génération devait en partie réapprendre, redécouvrir par l'expérience directe. Cette vulnérabilité faisait partie du système. Elle était compensée par une grande capacité d'observation et par la transmission rapide de nouvelles informations au sein du groupe. Peu à peu, dans certaines régions, ces ajustements constants allaient accumuler une pression invisible. Le monde sans date ni monument, fondé sur la répétition et l'adaptation lente, allait se heurter à des conditions nouvelles. Le climat, les ressources, la densité humaine commençaient à changer de manière plus marquée. Et dans ce contexte, une question silencieuse se dessinait. Jusqu'à quel point cette manière de vivre, si ancienne et si souple, pouvait-elle continuer sans se transformer en profondeur ? Bien avant que l'histoire ne s'écrive dans la pierre ou sur des surfaces fragiles, elle s'inscrivait déjà dans les corps. Les corps humains de ce temps ancien portaient pour la mémoire la plus fiable, la plus constante. Chaque os, chaque muscle, chaque articulation racontait une adaptation lente à un monde exigeant, sans jamais chercher à le dominer. Ces corps n'étaient pas façonnés pour la vitesse ou la force brute, mais pour l'endurance, la résistance, la continuité. La marche occupait une place centrale. Les humains parcouraient tant de longues distances, souvent sans destination fixe, suivant les ressources, les saisons, les signes presque imperceptibles du paysage. Le corps humain s'est ajusté à ce mouvement répété. Les pieds, les genoux, la colonne vertébrale ont trouvé un équilibre entre souplesse et solidité. Marcher n'était pas un effort ponctuel, mais un état prolongé. Le corps savait économiser son énergie, répartir la fatigue, avancer sans urgence. Les muscles n'étaient pas hypertrophiés. Ils étaient fins, efficaces, capables de se contracter longtemps sans s'épuiser rapidement. Cette endurance silencieuse était plus précieuse que la puissance immédiate. Elle permettait de suivre un animal pendant des heures, parfois des jours, jusqu'à ce que la fatigue fasse son œuvre. Le corps humain devenait un outil de persistance capable de s'inscrire dans la durée. La peau aussi jouait un rôle essentiel. Elle protégeait, régulait la température, signalait les blessures, les infections, les changements internes.
L'exposition constante aux éléments exigeait une attention particulière aux sensations corporelles. Une douleur légère pouvait annoncer un problème plus grave. Un changement de température pouvait indiquer un danger imminent. Le corps était un système d'alerte permanent, écouté avec soin. La respiration s'est adaptée à cet effort continu. Elle devait rester régulière, profonde, capable de soutenir l'activité sans provoquer d'essoufflement brutal. Cette respiration maîtrisée n'était pas enseignée de manière formelle. Elle se développait naturellement par l'usage, par l'imitation, par l'enfance passée à suivre les adultes dans leurs déplacements quotidiens. Le souffle devenait un rythme familier, presque invisible. Les mains racontent une autre histoire. Elles étaient à la fois robustes et précises, capables de frapper la pierre avec justesse, de manipuler des objets délicats, de préparer des aliments, de soigner des blessures. La dextérité manuelle n'était pas spécialisée. Elle était polyvalente, adaptée à une multitude de tâches. Les mains apprenaient Théo par le contact répété avec la matière, par l'erreur, par l'ajustement constant. Les dents, souvent usées très tôt, témoignent d'une alimentation exigeante. Mâcher des végétaux fibreux, des viandes parfois coriaces, des aliments peu transformés sollicitaient fortement la mâchoire. Cette usure n'était pas considérée comme un problème immédiat. Elle faisait partie du cycle de vie. Le corps s'adaptait tant que possible, jusqu'à ce que certaines limites soient atteintes. La croissance humaine se déroulait sur une longue période. L'enfance était étendue, offrant un temps précieux pour l'apprentissage. Les enfants observaient, expérimentaient, imitaient, ils apprenaient à connaître leur propre corps, ses forces, ses fragilités. Les blessures faisaient partie de cet apprentissage, mais la guérison aussi. Le corps humain développait une capacité remarquable à se réparer, à condition que les conditions environnementales le permettent. La vieillesse, lorsqu'elle était atteinte, n'était pas nécessairement marginalisée. Les corps âgés portaient une autre forme de valeur. Même affaiblis, ils conservaient une mémoire du territoire, des événements passés, des stratégies qui avaient fonctionné ou échoué. Le corps devenait un témoignage vivant. Les cicatrices, les boiteries, les limitations racontaient des histoires que les mots seuls ne pouvaient transmettre. La douleur n'était pas absente de cette existence. Elle était fréquente, parfois intense, mais elle n'était pas systématiquement combattue ou éliminée. Elle était intégrée comme un signal, une information. Apprendre à vivre avec certaines douleurs faisait partie de l'adaptation. Cela ne signifie pas que la souffrance était valorisée, mais qu'elle était comprise comme un élément du rapport au monde. Les corps humains étaient aussi façonnés par les relations sociales. Le contact physique était constant. Porter, soutenir, soigner, partager la chaleur, le corps n'était pas isolé, il faisait partie d'un ensemble mouvant. Cette proximité favorisait la transmission de microbes, mais aussi le développement d'un système immunitaire robuste, habitué à une grande diversité d'agents extérieurs. Le sommeil se déroulait dans des conditions très différentes des nôtres, souvent fragmenté, ajusté au son de la nuit, au changement de température. Le corps apprenait à se reposer même dans l'incertitude. Il restait partiellement attentif, capable de se réveiller rapidement en cas de danger. Cette vigilance discrète influençait la physiologie, la qualité du repos, la récupération. La reproduction n'était pas détachée du reste de l'existence. Les grossesses, les naissances, les soins aux nourrissons s'inscrivaient dans un quotidien exigeant. Le corps féminin portait une charge importante, mais il était soutenu par le groupe. L'allaitement prolongé, l'espacement naturel des naissances contribuaient à une dynamique démographique relativement stable. Les différences individuelles étaient acceptées dans une certaine mesure. Un corps moins apte à la chasse pouvait se rendre utile autrement. La polyvalence des tâches permettait une inclusion relative. Tant que l'individu pouvait contribuer d'une manière ou d'une autre, il avait sa place. Cette flexibilité sociale réduisait la pression sur la performance physique absolue. Le corps humain de cette période n'était pas conçu pour une accumulation de stress prolongé tel que nous le connaissons aujourd'hui. Les pics de stress existaient, mais ils étaient suivis de périodes de récupération. Cette alternance protégeait en partie l'organisme. Les déséquilibres chroniques étant vieillissants étaient les moins fréquents, même si d'autres risques étaient omniprésents. À travers ces corps qui ont appris à durer, une logique se dessine. La survie ne reposait pas sur la transformation radicale de l'environnement, mais sur l'ajustement patient du corps à ce qui existait déjà. Cette stratégie, efficace pendant des dizaines de milliers d'années, a laissé une empreinte profonde dans notre biologie.
Mais à mesure que les conditions extérieures commencèrent à changer plus rapidement, que les déplacements se firent plus contraints, que les groupes humains devinrent plus nombreux et plus proches, ces corps adaptés à la lenteur et à l'endurance allaient en être confrontés à de nouvelles exigences. La question devenait alors inévitable. Jusqu'où un corps façonné pour durer pouvait-il suivre un monde en train d'accélérer ? Le feu n'est pas apparu comme une invention soudaine, mais comme une relation patiente. Longtemps avant d'être maîtrisé, il était observé, redouté, reconnu. Un arbre frappé par la foudre, une étendue brûlée après un orage, une chaleur persistante dans des braises oubliées. Le feu existait déjà dans le monde, indépendant des humains. Ce qui s'est transformé lentement, c'est la capacité humaine à le comprendre, à l'approcher sans disparaître avec lui. Lorsqu'il est devenu possible de conserver le feu puis de le produire, quelque chose de discret mais fondamental s'est installé dans la vie humaine. Le feu ne servait pas seulement à cuire ou à se réchauffer. Il modifiait la structure même du temps vécu. Il prolongeait le jour au-delà de la lumière naturelle. Il créait des moments où l'activité cessait sans que l'attention ne se dissolve complètement. Autour du feu, le monde ralentissait. La lumière du feu n'éclaire pas comme celle du soleil. Elle ne révèle pas tout. Elle tremble, elle laisse des zones d'ombre, elle transforme les visages et les objets. Cette lumière partielle invitait à une autre forme d'attention. Les contours devenaient faits mouvants. Les sons prenaient plus d'importance. Le feu encourageait une perception moins immédiate, plus interprétative. Il ouvrait un espace mental différent. La chaleur qu'il dégageait modifiait les corps. Les muscles se relâchaient. Les tensions accumulées pendant la journée se dissipaient lentement. Le feu favorisait le repos, mais un repos conscient. Les humains pouvaient rester immobiles sans être vulnérables au froid ou à l'obscurité totale. Cette immobilité partagée renforçait les liens sociaux. Elle permettait une présence collective sans action immédiate. Le feu était aussi une responsabilité. Il fallait le surveiller, l'alimenter, le protéger du vent et de la pluie. Il ne pouvait pas être abandonné sans conséquence. Cette vigilance constante développait une relation attentive, presque respectueuse. Le feu n'était jamais complètement domestiqué. Il restait imprévisible, capable de détruire autant que de protéger. Cette ambivalence renforçait la prudence. La transmission du feu entre groupes, ou au sein d'un même groupe, était un acte important. Garder une braise vivante lors d'un déplacement, la protéger pendant des heures, parfois des jours, demandait organisation et coopération. Le feu devenait un lien matériel entre différents moments, différents lieux. Il portait en lui une continuité. Une flamme allumée ailleurs survivait ici, transformée mais reconnaissable. Avec le feu, la nourriture changeait. La cuisson rendait certains aliments plus digestes, plus sûrs. Elle modifiait les textures, les goûts, les odeurs. Ces transformations influençaient la physiologie humaine, mais aussi la perception sensorielle. Manger devenait une expérience plus complexe, plus variée. Le feu introduisait une médiation entre le monde brut et le corps. Cette médiation s'étendait au-delà de l'alimentation. Le feu permettait de durcir des outils, de traiter des matériaux, de repousser certains animaux. Il offrait une forme de contrôle limité sur l'environnement immédiat. Mais ce contrôle restait local, temporaire. Le feu n'était pas utilisé pour remodeler le paysage à grande échelle de manière permanente. Il servait des besoins ponctuels, intégrés dans un équilibre fragile. Autour du feu, la parole trouvait un rythme particulier. Les récits n'étaient pas racontés pour être conservés tels quels, mais pour être partagés dans l'instant. Ils pouvaient changer d'une soirée à l'autre, s'enrichir ou se simplifier. Le feu créait un cadre propice à cette parole fluide. Il attirait l'attention sans l'imposer. Il offrait un centre sans exiger de hiérarchie. Le silence avait aussi sa place. Les humains pouvaient en rester longtemps sans parler, simplement à regarder les flammes, à écouter les crépitements. Ce silence partagé n'était pas vide. Il permettait une forme de réflexion diffuse, non dirigée. Le feu encourageait une pensée lente, non focalisée sur un objectif précis. Il ouvrait un espace intérieur difficile à mesurer. Le feu jouait un rôle dans la mémoire collective, mais pas comme un support matériel. Il ne conservait rien de visible une fois éteint. Sa mémoire était dans les corps, dans les habitudes. La manière de s'asseoir, la distance respectée, les gestes pour l'alimenter. Ces pratiques se transmettaient sans être explicitement enseignées. Le feu devenait une tradition vivante, constamment recréée. Il influençait aussi la perception du danger. Les prédateurs évitaient souvent la lumière et la chaleur. Le feu créait une zone de sécurité relative.
Cette protection permettait aux humains de se détendre partiellement, de réduire la vigilance extrême exigée par l'obscurité. Cette réduction du stress nocturne avait des effets profonds sur la physiologie et sur les interactions sociales. Mais le feu n'était jamais totalement sûr. Un geste maladroit, une rafale de vent, un combustible mal choisi pouvaient en provoquer un accident. Cette fragilité rappelait constamment les limites du contrôle humain. Le feu enseignait la mesure, trop peu, il s'éteignait. Trop fort, il devenait destructeur. Trouver l'équilibre demandait expérience et attention. Dans certains contextes, le feu était utilisé pour transformer l'environnement de manière subtile. Des brûlages contrôlés pouvaient favoriser la repousse de certaines plantes, attirer des animaux, dégager des espaces. Ces pratiques, et répétées sur de longues périodes, modifiaient lentement les paysages. Le feu devenait un outil de gestion écologique, bien avant que cette notion n'existe. Ces usages ne relevaient pas d'un plan global. Ils étaient locaux, adaptatifs, ajustés aux conditions spécifiques. Le feu était intégré dans une compréhension fine des écosystèmes. Il n'était pas un instrument de domination, mais un moyen de dialoguer avec le milieu. Cette relation demandait une observation attentive des effets à long terme. Le feu a également influencé la perception du temps passé. Les braises qui se consument lentement, la flamme qui change de forme sans jamais se fixer. Regarder le feu, c'est observer un processus continu de transformation. Rien ne reste identique d'un instant à l'autre, et pourtant quelque chose persiste. Cette expérience répétée pouvait façonner une compréhension intuitive de l'impermanence. À travers le feu, les humains ont appris à vivre avec une force qu'ils ne pouvaient ni ignorer ni contrôler entièrement. Cette cohabitation a façonné des comportements, des rythmes, des attentes. Le feu a été un compagnon constant, discret, exigeant. Il a accompagné les déplacements, les repos, les récits, sans jamais laisser de traces durables après son passage. Mais cette mémoire lente, portée par la répétition des gestes et des usages, dépendait de la continuité des pratiques. Si le feu venait à manquer, si les savoirs nécessaires à sa maîtrise se perdaient, tout un équilibre pouvait vaciller. À mesure que les groupes humains se déplacèrent vers de nouveaux territoires, que les climats changeaient, que les ressources se faisaient plus incertaines, la relation au feu allait être mise à l'épreuve. Et avec elle, la capacité humaine à conserver une mémoire sans support matériel, uniquement inscrite dans le mouvement et l'attention. Pendant une grande partie de l'existence humaine, le monde n'était pas découpé. Il n'y avait pas de ligne invisible séparant des territoires, pas de signe pour dire « ici commence autre chose ». Marcher signifiait avancer dans une continuité presque ininterrompue, où les paysages se transformaient en temps lentement, sans rupture brutale. Les humains se déplaçaient dans un espace ouvert, non pas infini, mais reconnu par l'expérience accumulée, par les souvenirs partagés, par une familiarité profonde avec les formes du terrain. La marche n'était pas un simple moyen de se rendre quelque part. Elle était une manière d'exister. Les déplacements façonnaient les relations, les connaissances, les rythmes du groupe. Marcher, c'était observer. Le sol sous les pieds, la direction du vent, la densité de la végétation. Chaque détail pouvait signaler une opportunité ou un danger. Le corps en mouvement devenait un instrument de lecture du monde. Sans frontières fixes, les humains n'avaient pas besoin de défendre un territoire au sens strict. Les rencontres avec d'autres groupes existaient, parfois pacifiques, parfois tendues, mais elles ne s'inscrivaient pas dans une logique de possession permanente. Un lieu pouvait être fréquenté par différents groupes à des moments différents selon les saisons ou les ressources disponibles. Cette alternance limitait les conflits et prolongés et favorisait une forme de coexistence indirecte. La connaissance du paysage se transmettait par l'itinéraire. Un chemin n'était pas tracé de manière définitive, mais il revenait, légèrement modifié à chaque passage. Les traces laissées par les pas, par le déplacement répété, suffisaient à guider. Ces sentiers étaient souples, capables de disparaître et de réapparaître selon l'usage. Ils ne contraignaient pas le mouvement. Ils l'accompagnaient. Marcher sans frontières impliquait aussi une grande capacité d'orientation. Les humains se repéraient grâce au relief, aux cours d'eau, à la position du soleil, aux étoiles visibles certaines nuits. Cette orientation n'était pas abstraite, elle était incorporée. Le corps reconnaissait une pente familière, une courbe dans la rivière, un alignement de rochers. Se perdre était possible, mais moins fréquent qu'on pourrait l'imaginer. Les déplacements n'étaient pas aléatoires, ils répondaient à une logique fine, adaptée au cycle naturel.
Les humains suivaient les migrations animales, la maturation des plantes, la disponibilité de l'eau. Ces trajectoires formaient encore des circuits tensillés complexes, parfois étendus sur de vastes régions. Chaque déplacement renforçait la connaissance collective du territoire, enrichissait la mémoire du groupe. Cette mobilité constante influençait la structure sociale. Les groupes devaient en rester relativement légers, les possessions étant limitées à ce qui pouvait être porté. Cette contrainte favorisait l'essentiel. Les objets inutiles étaient abandonnés. La valeur se trouvait dans ce qui pouvait accompagner le mouvement sans l'entraver. Le corps devenait le principal support de continuité. La mobilité permettait aussi d'éviter l'épuisement des ressources locales. En se déplaçant régulièrement, les humains laissaient aux écosystèmes le temps de se régénérer. Cette pratique n'était pas nécessairement consciente au sens moderne, mais elle résultait d'une observation attentive des effets à long terme. Un lieu trop sollicité devenait moins accueillant. Le groupe apprenait à s'en éloigner temporairement. Les rencontres entre groupes mobiles favorisaient les échanges. Des techniques, des objets, des informations circulaient. Ces échanges n'étaient pas systématiques, mais ils permettaient une diffusion lente des innovations. Une nouvelle manière de tailler la pierre, une stratégie de chasse différente, une connaissance particulière d'une plante. Ces apports extérieurs enrichissaient les pratiques sans bouleverser l'équilibre général. Marcher sans frontières signifiait aussi accepter une certaine incertitude. Un itinéraire habituel pouvait devenir impraticable. Une ressource attendue pouvait manquer. Cette incertitude renforçait la flexibilité mentale. Les décisions devaient être révisées en permanence. Le groupe apprenait à improviser, à observer rapidement, à modifier ses plans sans rigidité excessive. Les enfants grandissaient dans ce mouvement. Ils apprenaient à marcher tôt, à suivre le groupe, à reconnaître les signes du terrain. Leur apprentissage était immersif. Ils n'étaient pas protégés de tous les dangers, mais accompagnés dans leur découverte. Cette familiarité précoce avec l'espace développait une confiance corporelle, une capacité à évaluer les distances, les efforts, les risques. La marche influençait également la perception du temps. Les distances se mesuraient en efforts, en fatigue, en moments de repos. Le temps n'était pas abstrait. Il était lié au déplacement. Une journée de marche avait une texture particulière, faite d'alternance entre effort et pause, entre silence et échange. Cette temporalité incarnée renforçait le lien entre le corps et le monde. Les frontières, telles que nous les connaissons aujourd'hui, impliquent une fixation, une volonté de séparer. Leur absence permettait une continuité relationnelle avec le paysage. Les humains faisaient partie de cet espace mouvant. Ils n'étaient pas extérieurs à lui. Cette intégration réduisait la nécessité de transformer radicalement l'environnement pour le rendre habitable. Cependant, cette mobilité avait aussi ses limites. Elle dépendait de l'équilibre des conditions environnementales. Un changement climatique progressif pouvait rendre certaines routes impraticables, certains territoires moins accueillants. Lorsque ces changements devenaient trop importants, la marche sans frontières se heurtait à des obstacles nouveaux. Le monde, autrefois ouvert, commençait à se refermer par endroits. À mesure que les populations humaines augmentaient lentement, les rencontres entre groupes devenaient plus fréquentes. Les territoires se chevauchaient davantage. Les ressources parfois se faisaient plus rares. Dans ce contexte, la question de l'accès aux lieux stratégiques devenait plus sensible. Sans frontières formelles, des tensions pouvaient émerger, exigeant de nouvelles formes de régulation. Ces tensions restaient souvent temporaires, résolues par le déplacement plutôt que par la confrontation prolongée. La possibilité de partir, de trouver ailleurs des conditions acceptables, était une soupape essentielle. Tant que le monde offrait suffisamment d'espace, la mobilité restait une solution viable. Elle permettait d'éviter la cristallisation des conflits. Mais cette solution reposait sur une condition fragile, la disponibilité d'un ailleurs. Si cet ailleurs venait à se réduire, si les zones habitables devenaient plus limitées, marcher sans frontières devenait plus difficile. Le mouvement, autrefois naturel, pouvait se transformer en contrainte. Ainsi, la marche a longtemps été une réponse élégante à l'incertitude du monde. Elle a façonné des corps, des esprits, des relations sociales. Elle a permis aux humains de vivre sans s'enfermer dans des structures rigides. Pourtant, cette liberté silencieuse dépendait d'un équilibre subtil entre espace, ressources et nombre. Lorsque cet équilibre a commencé à se modifier, la marche sans frontières a dû s'adapter à un monde où rester devenait, peu à peu, une question aussi importante que partir.
Pendant une durée qui dépasse de loin tout ce que l'histoire écrite permet d'imaginer, les outils humains ont changé très peu. Les formes reviennent encore et encore à travers des régions éloignées et des générations innombrables. Une lame de pierre taillée il y a très longtemps ressemble, dans son principe, à une autre façonnée bien plus tard. Cette continuité a souvent été interprétée comme un manque d'inventivité. Pourtant, elle révèle surtout une autre relation au changement. Ces outils n'étaient pas rudimentaires. Ils étaient précis, efficaces, parfaitement adaptés à leur fonction. Une pierre taillée devait couper, gratter, percer. Elle le faisait sans surplus, sans ornement, inutile. La simplicité apparente cachait une grande maîtrise technique. Chaque geste de taille demandait une compréhension fine de la matière, de ses failles et de ses résistances. Une erreur pouvait rendre l'outil inutilisable. La répétition n'était pas une routine aveugle, mais une pratique exigeante. L'apprentissage de ces techniques se faisait par l'observation attentive. Un individu expérimenté n'expliquait pas nécessairement avec des mots. Il montrait. Les autres regardaient, essayaient, recommençaient en un. Le savoir passait par le corps autant que par l'esprit. La main apprenait à reconnaître la tension juste, l'angle précis. Cette transmission lente favorisait la stabilité des formes. Ce qui fonctionnait était conservé. Les outils répondaient à un monde relativement stable. Les proies changeaient peu, les plantes comestibles restaient quand les mêmes, les besoins fondamentaux variaient rarement. Dans ce contexte, innover radicalement pouvait être risqué. Un nouvel outil devait prouver son efficacité sans compromettre la survie. L'erreur avait un coût immédiat. La prudence technique devenait une stratégie. Il ne s'agissait pas d'un refus du changement, mais d'une sélection rigoureuse. Les variations existaient bourre. Une lame légèrement plus fine, un manche plus court, un assemblage différent. Ces ajustements étaient en discret, souvent imperceptibles à la première vue. Ils s'intégraient dans la continuité plutôt que de la rompre. Le progrès n'était pas linéaire. Il était diffus, étalé dans le temps. Les outils n'étaient pas conçus pour durer éternellement. Ils s'usaient, se cassaient, étaient abandonnés. Cette fragilité faisait partie de leur logique. Un outil perdu ou brisé pouvait être remplacé relativement facilement, à condition de maîtriser la technique. La valeur résidait moins dans l'objet que dans le savoir-faire. Tant que la connaissance persistait, la perte matérielle était acceptable. Cette relation aux outils influençait la manière de penser le monde matériel. Il n'y avait pas d'accumulation excessive. Transporter trop d'objets entravait la mobilité. Les humains privilégiaient ce qui était immédiatement utile. Les outils superflus étaient à laisser derrière. Cette légèreté matérielle réduisait l'attachement aux possessions et limitait les inégalités visibles. Les outils façonnaient aussi les gestes quotidiens. Une manière de couper la viande, de travailler une peau, de préparer un végétal. Ces gestes devenaient familiers, intégrés. Le corps s'ajustait à l'outil autant que l'outil au corps. Cette symbiose renforçait la stabilité des techniques. Changer d'outil impliquait changer de geste, donc de repères corporels. Et ce coût invisible freinait les transformations rapides. Dans certains contextes, des outils plus élaborés apparaissaient, puis disparaissaient. Ils pouvaient être liés à des conditions particulières, à des ressources spécifiques. Leur abandon ne signifie pas un échec, mais une adaptation. Lorsque le contexte changeait, l'outil devenait inutile ou trop coûteux à produire. La flexibilité primait sur la complexité. Les outils servaient aussi de médiateurs sociaux. Les partager, les prêter, les fabriquer pour quelqu'un d'autre renforçaient les liens. Un individu particulièrement habile pouvait acquérir une forme de reconnaissance, mais cette reconnaissance restait liée à l'utilité concrète. Elle ne se transformait pas nécessairement en pouvoir durable. Le savoir-faire circulait. Cette circulation contribuait à l'homogénéité relative des techniques sur de vastes territoires. Des groupes éloignés pouvaient utiliser des outils similaires sans contact direct. Cela s'explique par des contraintes communes et par une diffusion lente, indirecte, à travers des chaînes de rencontres. Le monde technique humain formait un réseau diffus, sans centre, sans innovation dominante. La pierre, en particulier, imposait ses propres règles. Elle exigeait une compréhension intime de ses propriétés. Toutes les pierres ne se taillaient pas de la même manière. Trouver un matériau adapté demandait une connaissance du territoire. Cette dépendance à des ressources locales renforçait l'ancrage spatial des techniques. Un outil était toujours en partie le produit d'un lieu. L'absence de métaux pendant cette période n'était pas perçue comme un manque. Les outils sont disponibles répondaient aux besoins.
Le feu, la pierre, le bois, les fibres suffisaient. L'idée de transformer radicalement la matière pour la rendre plus performante n'était pas encore nécessaire. Le monde technique restait en équilibre avec le monde naturel. Cette stabilité technique influençait la perception du temps. Lorsque les outils ne changent pas visiblement d'une génération à l'autre, le sentiment de continuité est renforcé. Le monde semble durable, fiable. Les gestes des ancêtres restent pertinents. Cette continuité réduit l'angoisse liée à l'avenir. Ce qui a fonctionné hier fonctionnera encore demain. Mais cette confiance reposait sur une condition implicite, la constance de l'environnement. À mesure que certains paramètres ont commencé à se modifier plus rapidement, cette stabilité technique a été mise à l'épreuve. Les outils, conçus pour un monde prévisible, pouvaient en devenir insuffisants. Les ajustements discrets ne suffisaient plus toujours. Dans ces moments, la résistance au changement pouvait devenir une contrainte. Ce qui avait protégé pendant si longtemps pouvait freiner l'adaptation. Les outils qui ne voulaient tant pas évoluer révélèrent alors leur autre face. Non pas une incapacité humaine, mais une fidélité profonde à un équilibre ancien. Cette fidélité, longtemps bénéfique, allait progressivement entrer en tension avec un monde de plus en plus instable. Et dans cette tension silencieuse, une question commençait à se former. À quel moment un outil parfaitement adapté cesse-t-il de l'être, non parce qu'il est mal conçu, mais parce que le monde autour de lui n'est plus le même. Les grottes occupent une place particulière dans les traces laissées par les humains anciens. Elles attirent le regard moderne parce qu'elles ont conservé ce que d'autres lieux ont effacé. Mais pour ceux qui y ont vécu, elles n'étaient ni des sanctuaires mystérieux, ni des refuges permanents. Elles étaient des espaces parmi d'autres, utilisés selon les besoins, les saisons, les circonstances. Leur silence actuel est trompeur. Il masque une présence humaine discrète, intermittente, attentive. Vivre dans une grotte ne signifiait pas s'enfermer sous terre. Les grottes offraient une protection contre le vent, le froid, la pluie. Elles stabilisaient la température, atténuaient les variations brusques, mais elles restèrent ouvertes sur l'extérieur. La lumière naturelle pénétrait partiellement. Les sons du monde extérieur restaient audibles. La grotte était un seuil, pas une rupture avec le paysage. Les occupations étaient souvent temporaires. Un groupe pouvait s'y installer quelques jours, quelques semaines, puis repartir. Les traces laissées étaient minimes, un foyer, quelques éclats de pierre, des ossements dispersés. Rien n'était conçu pour durer. Cette légèreté explique pourquoi tant de grottes semblent presque vides. Le silence n'est pas celui de l'abandon, mais celui d'un usage mesuré. Les grottes étaient choisies avec soin. Leur orientation, leur profondeur, la qualité du sol, la proximité de l'eau, une grotte trop humide devenait inconfortable. Trop profonde, elle manquait de lumière. Trop ouverte, elle offrait peu de protection. Ces critères reflètent une connaissance fine des contraintes matérielles. Le choix n'était pas symbolique en premier lieu. Il était pratique. À l'intérieur, l'espace était organisé sans structure fixe. Les zones de repos, de préparation, de stockage temporaire se définissaient par l'usage, pas par des cloisons. Cette organisation souple pouvait changer d'une occupation à l'autre. Rien n'obligeait à reproduire exactement la même disposition. La grotte s'adaptait au groupe, pas l'inverse. Le feu jouait un rôle central dans ces espaces clos. Sa lumière transformait la perception des parois. Les reliefs, les fissures, les formes naturelles prenaient compte des aspects changeants. Ces effets visuels n'étaient pas nécessairement interprétés de manière symbolique systématique, mais ils pouvaient influencer l'imaginaire. La grotte devenait un lieu où la perception se modifiait subtilement. Le silence relatif de la grotte amplifiait certains sons. Le crépitement du feu, les pas, les voix. Chaque bruit prenait une importance particulière. Cette acoustique renforçait l'attention portée au geste. Les mouvements devenaient plus mesurés. La proximité des corps, la résonance des sons favorisait une conscience accrue de la présence des autres. Les grottes offraient aussi une protection contre certains dangers. Les prédateurs hésitaient à entrer dans ces espaces confinés, surtout lorsqu'un feu y brûlait. Cette sécurité relative permettait un repos plus profond, une baisse temporaire de la vigilance. Mais elle n'était jamais totale. L'entrée restait un point vulnérable. Le groupe devait rester attentif. Les enfants grandissaient tôt parfois dans ces espaces. Ils y apprenaient à se déplacer avec précaution, à respecter le feu, à reconnaître les limites. La grotte devenait un lieu d'apprentissage sensoriel. Les textures des parois, la fraîcheur de l'air, l'obscurité partielle. Ces expériences façonnaient une relation particulière à l'espace clos.
Certaines grottes ont conservé des traces plus durables, comme des peintures ou des gravures. Ces expressions sont rares et localisées. Elles ne représentent pas une pratique universelle. Leur présence soulève des questions, mais leur absence ailleurs est tout aussi significative. La majorité des grottes habitées n'ont laissé aucun signe artistique visible. Cela suggère que l'expression symbolique prenait d'autres formes, peut-être plus éphémères. Les grottes pouvaient en servir de lieux de passage, de points de rencontre entre groupes. Leur position dans le paysage en faisait des repères naturels. Un groupe pouvait y trouver les traces d'un autre, comprendre qu'un lieu avait été utilisé récemment. Ces indices informels participaient à une communication indirecte entre humains, sans contact direct. Le rapport au temps dans une grotte était particulier. L'absence de repères visuels, clairs, pouvait troubler la perception de la durée. Le jour et la nuit se distinguaient maintenant nettement. Cette temporalité atténuée pouvait favoriser une forme de retrait momentané du rythme extérieur. La grotte devenait un espace de transition, où le temps semblait se contracter. Malgré ces qualités, les grottes n'étaient pas idéales pour une occupation prolongée. L'air pouvait devenir stagnant. Les déchets s'accumulaient emballant rapidement. La lumière restait limitée. Ces contraintes encourageaient le départ. La grotte était un abri, pas un domicile permanent. Cette impermanence correspondait à la logique générale de la mobilité humaine. Le silence actuel des grottes est en partie le résultat de cette impermanence. Ce qui n'est pas accumulé, ce qui n'est pas construit pour durer, disparaît. Les grottes n'ont pas été vidées. Elles n'ont jamais été remplies. Leur apparente vacuité est le reflet d'un mode de vie qui privilégiait le passage à l'installation. Ce silence peut donner l'impression d'un manque. Mais il raconte aussi une retenue. Les humains n'ont pas cherché à marquer systématiquement ces espaces. Ils les ont utilisés puis laissés intacts. Cette discrétion contraste avec les périodes ultérieures où les espaces habités deviennent saturés de traces. À mesure que les groupes humains ont commencé à rester plus longtemps au même endroit, la relation aux abris a changé. Les grottes, autrefois suffisantes, pouvaient devenir inconfortables pour une occupation durable. Le besoin de structures soit plus ouvertes, plus adaptables, plus proches des ressources pour comprendre comment une espèce a pu traverser 2 millions d'années le silence des grottes habitées, il faut s'attarder sur la structure même de son corps. Car la longévité n'est jamais le fruit du hasard. Un équilibre fondé sur la mobilité, combinaison la légèreté, de caractéristiques temporaires des lieux, de mécanismes internes cet équilibre et de comportements façonnés par le temps. Les grottes L'anatomie de cette créature, bien qu'en apparence modeste, progressif, renferme une architecture patiemment optimisée. Une nouvelle relation à l'espace Rien n'y semble et au temps excessif. allait se dessiner. Rien n'y paraît destiné à Encore l'exploit. fragile, et Encore pourtant chaque incertaine. détail reflète une La forme mort faisait partie d'adaptation du paysage profonde, humain bien avant presque l'apparition de méditative, tout rituel qui lui a permis élaboré. de survivre là Elle où tant survenait d'autres sans avertissement espèces ont clair, disparu. parfois après Sa une morphologie blessure générale parfois est sans compacte, cause basse, visible. stable. Dans ces Ce type sociétés de anciennes, silhouette la mort réduit n'était l'exposition ni aux abstraite prédateurs, ni lointaine, mais diminue Elle également était les risques observée liés aux ressentis accidents environnementaux. intégrés. Mais Elle n'était pas toujours entourée de gestes lourde. durables. Elle occupe un point Souvent, les d'équilibre morts entre étaient solidité simplement laissés et économie, là où la vie comme si s'était son arrêtée. corps avait été sculpté Cela pour ne durer signifiait et pas non pour l'indifférence. performer. Les corps Ces os, abandonnés bien n'étaient qu'assez pas denses, ignorés par ne manque montrent d'émotion, aucune mais complexité parce que la inutile. logique du Ils mouvement sont l'emporte là où les groupes pressions humains sont se les plus déplaçaient fréquentes et se restent simplifient longtemps auprès d'un là corps où le où le mouvement mouvement exige dangereux peu ou impossible. Cette Cette harmonie harmonie restait la structurelle survie a des vivants. minimisé les besoins La en mort, énergie, aussi lourde tout soit-elle, en assurant ne une suspendait pas le résistance rythme adaptée du monde. aux conditions Dans certains cas, le corps était des milieux déplacé humides où elle légèrement évoluait. à l'écart du campement. Lorsqu'on étudie Temporaire, attentivement les fossiles, dans d'autres, on il constate était que laissé les articulations de cette les créature traces matérielles possèdent de ces une gestes robustesse sont particulière, rares, presque invisibles. Elle ne favorise non Les pas la tissus rapidité, disparaissaient mais impotent un mouvement rapidement. régulier, stable, Les os se précis. dispersaient entre. Cette Le limite paysage mécanique, absorbait loin le d'être corps, un handicap, lentement, a joué un sans rôle distinction. essentiel dans sa survie. La nature Un reprenait rythme ce qui lent lui avait implique moins de été blessures, prêté. moins d'usure, moins L'absence de d'épuisement. sépulture formelle L'animal ne se signifie déplace pas comme l'absence une de présence mémoire. inscrite dans le sol Les morts même, de continuer en s'adaptant continuellement à la texture dans du les terrain. gestes, Dans les milieux itinéraires humides exigent exigent ce ce type type de de stabilité. stabilité. Une Un lieu créature où trop quelqu'un rapide, était mort trop pouvait brusque, rester marqué dans la risquerait de mémoire s'enfoncer, collective, de sans glisser qu'aucun ou de signe se blesser. visible ne le rappelle. Celle-ci, au contraire, La mémoire était portée semble par avoir les été vivants, façonnée pour pas se par la mouvoir pierre. en silence entre Dans les herbes certains saturées contextes, d'eau des et les gestes sols plus mous. attentifs Un apparaissent. autre élément central Un de corps son placé dans une anatomie position réside dans sa particulière. peau. Des objets fine laissés ni à trop proximité. épaisse, elle possède une Ces texture gestes ne sont adaptée pas à des systématiques. environnements où Ils l'humidité varient domine. selon les lieux, les Certaines périodes, impressions les fossilisées groupes. montrent des Ils motifs suggèrent une réguliers, diversité de probablement réponses facilitant l'évacuation face de à l'eau la ou la mort protection plutôt contre qu'une des norme micro-organismes universelle. présents dans les L'humain ne marécages. répond pas toujours de la Cette même enveloppe manière à la externe, disparition. sobre mais efficace, La mort d'un enfant constitue une première d'un barrière adulte, contre les d'un variations ancien n'avait pas la climatiques. même portée. Elle limite les pertes Les de réactions chaleur variaient tout en empêchant selon les une liens, saturation selon le excessive rôle de en l'individu humidité. dans le groupe. Un équilibre Mais ces précieux qui distinctions permet ne à la se créature traduisaient de pas rester toujours par active
des pratiques difficiles, elle s'exprimait sans dépense d'énergie excessive. Souvent en observant la disposition de ses organes internes, à travers les rares empreintes préservées, le fait de laisser les morts derrière une organisation qui témoigne d'une gestion énergétique remarquable. Le corps n'était pas perçu comme un appareil digestif, par exemple, semble être préservé pour extraire le maximum de nutriments d'un élément modeste du cycle vivant. Cela correspond parfaitement à son régime. Sa décomposition n'était pas nécessairement simples, des organismes minuscules. Elle faisait partie de l'ordre naturel, observé quotidiennement même lorsque la biodiversité s'effondre. Cette familiarité réduisait peut-être la distance symbolique, mais avec une efficacité constante. Il s'accommode de ressources faibles, les micro-réduit la dépendance à des cycles alimentaires. Le corps humain, une fois dans les périodes de crise, cette capacité d'extraction maximale de la moindre ressource devient un atout vital. Observé sans médiation. Le système respiratoire, la fragilité de l'existence, s'inscrit dans cette logique de sobriété. Il ne semble pas conçu pour soutenir des efforts brusques ou des courses rapides. Dans ce contexte, mais plutôt pour alimenter un métabolisme destiné à l'endurance des vivants et celui des morts. Les structures étaient moins marquées. Fossilisées, les morts restaient en capacité respiratoire modérée, parfois mais stable, un chemin pouvait des activités lentes et lieu de décès. Ce mécanisme réduit l'exposition au stress physiologique. La mort laissait une usure interne qui, intégrée dans de nombreuses espèces, accélère le renforcer cette logique. Une respiration calme entre les vivants et l'organisme derrière eux, non seulement des objets au-delà de ses limites naturelles. Le départ, bien entendu, suit la même symphonie. Il n'y avait pas de retour prévu. Les indices pour entretenir certaines empreintes osseuses pour commémorer un événement précis. D'une taille proportionnelle. Le lien avec les morts devait donc refléter une pression interne faible et un rythme forme régulier. Était souvent narrative. À nouveau, ce trait anatomique, les histoires des circulaires, elles évoquaient d'extrême n'a pas sa place. Des personnes disparues, un cœur qui bat, des événements marquants, des erreurs à ne pas reproduire, de défaillances, ces récits n'étaient pas figés. Ils changeaient avec le temps plusieurs espèces modernes réputées aux besoins pour leur longévité. La mémoire des morts comme forme de préservation, mouvante. La tête de la créature offre un autre détail révélateur. La mort, sa mâchoire ne présente ni dents imposantes, ni structures adaptées à un accident, à une attaque animale. Elle se contente de broyer, de mâcher des végétaux, émotionnels, de des matières simples. Mais là encore, l'arrêt anatomique n'est pas nécessairement la construction d'un lieu de mémoire prédateur où la priorité spécialisée. L'adaptation. Elle dispense également l'espèce d'adopter des comportements violents énergivore. L'absence de rite funéraire complexe humble ne maintient pas l'anatomie de pensée symbolique. Cette cohérence entre le corps et une autre hiérarchie des priorités partie sa capacité à temps et de l'énergie dans des pratiques les yeux directement liées à la survie immédiate n'était pas toujours possible. Semble peu les conditions matérielles limitées à l'expression percevoir les contrastes plus que les détails. Lorsque des pratiques funéraires plus élaborées apparaissent dans certains animaux vivant dans des espaces longtemps avec des pratiques conviennent à des environnements il n'y a pas de transition nette où la lumière filtre à travers les feuillages adopte où l'eau diffuse les reflets. La diversité d'adaptation lui permettait de naviguer dans des lieux uniques où d'autres laissaient les morts derrière soi leur environnement aussi être une forme de protection. L'anatomie oculaire reflète encore une fois s'attacher excessivement à un corps, mi-chemin entre la prudence et l'effacement, pouvait rendre le départ plus difficile. Les membres présentes, eux aussi, partir étaient des particularités significatives. Cette distance permettait de forme robuste suggère un appui stable malgré la perte. Une adaptation au mouvement devenait une manière de survivre à l'absence. Ils ne permettent pas la course, mais soutiennent impeccablement la marche lente dans les mêmes régions. La relation révèle une forme d'endurance mécanique, la possibilité de revenir sur un lieu au déplacement, de le reconnaître comme stable. Ses membres assurent une base solide pour un organisme qui doit se maintenir dans un environnement changeant sans jamais recourir, sans remplacer immédiatement les anciens. La stabilité plutôt que la performance était un monde où la mort circulait avec les vivants, montre une cohérence enfermée dans des les chercheurs y voient un exemple parfait du chemin d'adaptation convergente avec la durée. Rien n'y est superflu et rien n'y manque. Une relation différente à de cette créature n'a pas cherché à évoluer vers une complexité accrue. Mais lorsque cela n'aurait pas servi sa stratégie de survie, lorsque certains lieux sont au contraire des points que d'autres, elle a conservé les structures les plus efficaces, ajustant à peine certains aspects au fil du temps. C'est avec elle une nouvelle manière de penser le passé, l'un des indices les plus marquants de son ancienneté humaine allait émerger. Elle est la preuve qu'un organisme peut atteindre un équilibre si complet que le changement devient inutile. On pourrait croire que le cerveau humain avait déjà atteint une complexité remarquable, fragilisé l'espèce, bien avant l'apparition de l'agriculture, c'est le contraire des villes ou de l'écriture. En se maintenant dans des paramètres biologiques simples, ses capacités elle a minimisé les risques d'erreurs des humains actuels. Les espèces qui évoluent rapidement peuvent accumuler des transformations qui les rendent dépendantes de conditions spécifiques. Et pourtant, pendant une longue période, conditions disparaissent, l'espèce disparaît à son particulier. Celle-ci pleinement fonctionnelle, mais sans produire les formes d'anatomie stable, la rendait capable de s'adapter à des environnements pas varié sans nécessité de modification profonde. Dans un environnement cette forme de perfection fonctionnelle révèle également une autre manière continue. L'importance de la résolution de problèmes immédiats
L'observation de nombreuses espèces cherche inconsciemment à occuper des niches nouvelles essentielles de l'activité cognitive. Cette créature a choisi la voie d'abstraction. Elle s'est maintenue dans à long terme de confort, de symbolisation complexe, développant un corps, mais elle n'était pas constamment adaptée à des milieux. La vie qu'elle n'a jamais exigé une attention soutenue. Ce choix biologique, inscrit dans ses gènes du terrain, a façonné le comportement animal qui n'a presque pas changé les changements météorologiques proches. L'anatomie de cette espèce, cette vigilance permanente, une vérité simple. Une grande partie de la durée est parfois le fruit de la modestie. Le cerveau était entraîné à détecter des variations subtiles, la performance, à réagir rapidement, peut traverser le comportement sans passer par une réflexion repose sur des stratégies. La mémoire jouait un rôle central. Comprendre cette architecture, mais il s'agissait surtout d'une mémoire la base même de créer dans l'expérience directe. Et c'est aussi une invitation d'un itinéraire, d'un point d'eau, l'équilibre fragilisé dans lequel cette mémoire était contextuelle, liée à des situations précises, parfaitement adaptée. Elle ne cherchait pas à organiser le monde en catégories désormais faire face à un monde, mais à guider l'action efficace se produise. Le langage existait inédit, sous des formes que l'on ne peut qu'inférer mène naturellement vers la coordination, la transmission de savoir, l'expression des émotions. Se confronte-t-il aux fragilités pas figées par l'écriture? Les interrogations essentielles à explorer dans la suite de cette histoire. Le langage restait souple, adaptatif, intimement lié à l'oralité et au geste. Cette plasticité réduisait la nécessité de structures de symbolique rigides. Le cerveau humain est profondément social. Dans ces sociétés anciennes, cette dimension était pleinement activée. Reconnaître les intentions, les émotions, les statuts implicites. Maintenir des relations équilibrées dans des groupes restreints. Ces compétences sociales sollicitaient des réseaux cognitifs complexes. Elles exigeaient empathie, mémoire des interactions passées, capacité à anticiper les réactions d'autrui. La coopération était essentielle à la survie. Chasser, se déplacer, élever les enfants, partager les ressources. Cette coopération ne reposait pas sur des règles écrites ou des institutions formelles, mais sur une compréhension tacite des attentes mutuelles. Le cerveau devait intégrer ces normes implicites, les ajuster en fonction du contexte, gérer les conflits sans structure centralisée. Dans ce cadre, l'innovation cognitive radicale pouvait être perçue comme perturbatrice. Introduire une nouvelle manière de faire impliquait de convaincre, d'enseigner, de modifier des habitudes profondément ancrées. Le coût social de l'innovation pouvait être élevé. Le cerveau humain, sensible aux dynamiques de groupe, pouvait privilégier la conformité fonctionnelle à l'expérimentation risquée. Cela ne signifie pas que la créativité était absente, elle s'exprimait autrement. Dans l'adaptation fine, dans la résolution de problèmes ponctuels, dans la narration orale. Les récits méroncons pouvaient intégrer des éléments imaginaires, des métaphores, des figures symboliques. Mais ces créations restaient liées à l'expérience vécue. Elles ne cherchaient pas à bâtir des systèmes abstraits durables. Le cerveau humain est aussi sensible à la récompense et à la motivation. Dans un monde où la survie dépendait d'efforts constants, les récompenses en étaient immédiates. Trouver de la nourriture, se mettre à l'abri, éviter un danger. Les bénéfices botades à long terme, différés, étaient plus difficiles à percevoir. Cette dynamique orientait l'attention vers le présent, élargi plutôt que vers un futur lointain. Le sommeil, souvent fragmenté, influençait également le fonctionnement cognitif. Les périodes de repos étaient entrecoupées de vigilance. Cette alternance façonnait des rythmes cérébraux adaptés à l'incertitude. Le cerveau apprenait à récupérer rapidement, à rester flexible, à fonctionner malgré des interruptions fréquentes. Les expériences émotionnelles étaient intenses, mais souvent brèves. La peur, la joie, la perte. Elles survenaient dans un environnement imprévisible, puis s'estomper. Cette variabilité émotionnelle entraînait le cerveau à gérer des états changeants sans s'y fixer durablement. Les émotions faisaient partie du flux sans être systématiquement analysées ou ritualisées. L'absence de surcharge informationnelle, telle que nous la connaissons aujourd'hui, laissait au cerveau des espaces de repos mental. Les stimuli étaient riches mais limités. Le paysage, les sons, les interactions sociales. Il n'y avait pas d'accumulation massive de données abstraites. Cette simplicité relative permettait une attention profonde, soutenue, rarement fragmentée par des sollicitations artificielles. Dans ce contexte, certaines capacités cérébrales pouvaient rester en réserve. La planification à très long terme, la construction de systèmes symboliques complexes, l'accumulation de connaissances abstraites. Ces capacités n'étaient pas inutiles, mais elles n'étaient pas essentielles à la survie immédiate. Le cerveau humain n'est pas conçu pour se déployer pleinement en permanence. Il s'ajuste aux exigences de son environnement.
À mesure que les conditions de vie ont commencé à changer, que certains groupes sont restés plus longtemps au même endroit, que les ressources ont nécessité une gestion plus fine, ces capacités en réserve ont commencé à être sollicitées différemment. Le cerveau déjà prêt a trouvé de nouveaux terrains d'expression. Cette transition n'a pas été brusque, elle s'est faite par accumulation de petites contraintes, de nouvelles opportunités. Le cerveau qui attendait autre chose n'attendait pas une révélation soudaine, mais un contexte différent. Lorsque ce contexte a commencé à émerger, les modes de pensée ont lentement évolué. Ainsi, le cerveau humain ancien n'était ni sous-développé ni en sommeil. Il était accordé à un monde spécifique, un monde de mobilité, de relations immédiates, de temporalité fluide. Lorsque ce monde a commencé à se transformer, le cerveau a suivi, non pas en changeant de nature, mais en explorant des possibilités qui étaient là depuis longtemps, silencieuses, prêtes à être activées. Il est tentant d'associer société et visibilité, des murs, des routes, des objets accumulés, des marques laissées volontairement pour durer. Pourtant, pendant une immense partie de l'existence humaine, les sociétés ont existé sans presque rien laisser derrière elles. Non pas parce qu'elles étaient fragiles ou désorganisées, mais parce que leur fonctionnement ne produisait pas de résidus durables. Leur stabilité reposait sur des relations, des pratiques et des savoirs qui se dissipaient avec le temps, sans chercher à s'inscrire dans la matière. Ces sociétés étaient bien réelles. Elles prenaient des décisions collectives, régulaient les conflits, répartissaient les ressources, transmettaient des règles implicites. Mais tout cela se faisait sans institution fixe. Il n'y avait pas de bâtiment pour incarner l'autorité, pas d'archives pour figer les accords. La société existait tant que les relations existaient. Lorsqu'un groupe se dispersait, la structure disparaissait avec lui. Cette invisibilité complique profondément notre compréhension moderne. Ce que l'on ne voit pas, ce que l'on ne peut pas fouiller, semble ne pas avoir existé. Pourtant, l'absence de traces est parfois le signe d'une grande efficacité. Moins une société accumule, moins elle laisse de déchets, moins elle modifie durablement son environnement. Elle devient presque indétectable après son passage. Les groupes humains anciens étaient généralement de taille réduite. Cette dimension permettait une régulation sociale directe. Les tensions étaient gérées par l'interaction immédiate, par l'évitement, par la médiation informelle. Les conflits n'avaient pas besoin d'être codifiés dans des lois écrites. La proximité suffisait à maintenir un équilibre, fragile mais fonctionnel. Le leadership existait, mais il était souvent temporaire. Une personne pouvait guider un déplacement, une chasse, une décision importante, puis redevenir un membre parmi d'autres. Cette fluidité limitait la concentration durable du pouvoir. Le statut était lié à la compétence, à l'expérience, à la confiance accordée, non à une position figée. Les rôles sociaux n'étaient pas strictement définis. Chacun pouvait occuper différentes fonctions selon les circonstances. Cette polyvalence renforçait la résilience du groupe. Si un individu disparaissait, ses tâches pouvaient être reprises par d'autres. La société ne reposait pas sur des spécialisations rigides. Les normes sociales étaient transmises par l'observation et l'imitation. Un comportement inacceptable était corrigé par le regard des autres, par l'éloignement, parfois par la parole. Ces sanctions discrètes suffisaient souvent à maintenir la cohésion. L'exclusion totale était rare, car elle mettait en danger l'individu autant que le groupe. L'économie, si l'on peut utiliser ce terme, était fondée sur l'usage immédiat. La production répondait à des besoins concrets sans surplus massif. Cette absence d'accumulation limitait les inégalités visibles. Il pouvait exister des différences de prestige ou d'influence, mais elles n'étaient pas soutenues par une richesse matérielle durable. Les échanges entre groupes faisaient partie de cette dynamique invisible. Ils pouvaient prendre la forme de rencontres ponctuelles, de partage, de transmission de savoir. Ces échanges ne laissaient pas de traces écrites, mais ils contribuaient à une circulation lente des idées et des techniques sur de vastes territoires. La parenté jouait un rôle structurant, mais elle n'était pas limitée à la famille nucléaire. Les liens étaient étendus, parfois complexes, intégrant des alliances, des affinités, des adoptions informelles. Cette flexibilité permettait d'intégrer de nouveaux membres, de renforcer les réseaux sociaux, d'éviter l'isolement. Les décisions collectives se prenaient souvent par consensus implicite. Il n'y avait pas de vote formel. Les discussions se prolongeaient jusqu'à ce qu'une solution acceptable émerge ou jusqu'à ce que le groupe choisisse simplement de se séparer temporairement. La possibilité de partir était une alternative à la contrainte.
Cette capacité à se fragmenter sans se détruire est l'une des caractéristiques les plus discrètes de ces sociétés. Lorsqu'un désaccord devenait trop important, le groupe pouvait se diviser. Chacun poursuivait sa route. Cette scission n'était pas nécessairement vécue comme un échec. Elle faisait partie du fonctionnement normal. Les rituels, lorsqu'ils existèrent, étaient souvent éphémères. Des gestes, des chants, des rassemblements temporaires, rien n'était conçu pour être conservé indéfiniment. Le rituel avait une fonction immédiate, sociale ou émotionnelle, puis disparaissait. Sa valeur résidait dans l'expérience partagée, non dans sa répétition exacte. Cette impermanence rend les sociétés anciennes presque silencieuses pour l'archéologie. Ce silence n'est pas une absence, mais une difficulté d'écoute. Les outils disparaissent, les structures se dégradent, les corps se dissolvent. Ce qui reste est fragmentaire, souvent décontextualisé. Il faut alors imaginer des sociétés entières à partir de presque rien. L'environnement lui-même efface les traces. La végétation repousse, les sols se déplacent, l'eau redistribue les matériaux. Les paysages retrouvent rapidement un état proche de ce qu'ils étaient avant le passage humain. Cette capacité de régénération est en partie le résultat d'une pression humaine limitée. Les sociétés sans traces visibles entretenaient une relation particulière avec leur environnement. Elles dépendaient de lui directement, sans médiation technologique lourde. Cette dépendance encourageait une observation attentive, un respect pragmatique des limites. Dégrader durablement un lieu revenait à se priver soi-même d'une ressource future. Mais cette invisibilité avait aussi un revers. Sans structure durable, sans mémoire matérielle, certaines connaissances pouvaient se perdre. Une technique, un itinéraire, une pratique disparaissaient avec les personnes qui les portaient. La transmission orale, aussi efficace soit-elle, avait ses fragilités. À mesure que les groupes humains ont commencé à rester plus longtemps au même endroit, que certaines ressources ont nécessité une gestion prolongée, cette fragilité est devenue plus visible. La tentation de fixer, de conserver, de matérialiser a lentement émergé. Non par désir de domination, mais par besoin de continuité. Ainsi, les sociétés sans traces visibles n'étaient mais pas incomplètes. Elles étaient adaptées à un monde mobile, prévisible dans sa variabilité. Lorsque ce monde a commencé à changer, lorsque la mobilité est devenue plus contrainte, ces sociétés ont dû évoluer. Et dans cette évolution, la trace, autrefois inutile, a commencé à apparaître comme une réponse possible à l'incertitude croissante du futur. Pendant la majeure partie de l'existence humaine, le temps ne fut jamais découpé, enregistré, accumulé. Il ne s'alignait pas en séquences abstraites ni en unités régulières. Il s'écoulait comme une matière continue, ressentie plutôt que mesurée. Les humains vivaient dans un temps vécu, façonné par les corps, les saisons, les événements, sans jamais être séparés du monde qui l'entourait. Sans instrument pour le mesurer, le temps se manifestait à travers le changement. La lumière qui se modifiait au cours de la journée, la température qui annonçait une transition, la maturation progressive des plantes, le retour attendu des animaux. Ces signaux formaient une trame temporelle précise, mais non chiffrée. Le temps était reconnu, pas quantifié. Cette manière de vivre le temps influençait profondément la prise de décision. Les choix ne se faisaient pas en fonction d'échéances fixes, mais de conditions observées. Partir, attendre, changer d'itinéraire dépendait de signes concrets. Une pluie prolongée, une pénurie soudaine, une abondance inattendue. Le temps n'imposait pas ses contraintes de manière uniforme, il se laissait interpréter. La mémoire humaine s'inscrivait dans cette temporalité souple. Les souvenirs n'étaient pas organisés chronologiquement, mais par importance, par émotion, par utilité. Un événement ancien pouvait rester très présent s'il continuait d'influencer les comportements. Un événement plus récent pouvait s'estomper rapidement s'il n'avait pas de conséquences durables. Le passé n'était pas derrière, il coexistait avec le présent. Cette coexistence modifiait la relation à l'avenir. L'avenir n'était pas un espace abstrait à planifier, mais une extension incertaine du présent. On ne projetait pas des scénarios lointains. On se préparait à des variations connues. Le futur était anticipé à travers l'expérience passée, non par des modèles formalisés. Cette anticipation restait prudente, flexible. Les enfants apprenaient à entamer très tôt cette relation au temps. Ils observaient les adultes réagir aux changements, ajuster leurs actions. Ils comprenaient que certaines choses demandaient de l'attente, que d'autres exigeaient une réponse immédiate. Cette compréhension ne passait pas par des explications théoriques, mais par l'immersion dans le rythme du groupe.
Le travail au sens moderne n'existait pas. Les activités nécessaires à la survie étaient intégrées au quotidien, réparties selon les capacités et les circonstances. Il n'y avait pas de séparation nette entre temps productif et temps de repos. Les moments d'effort alternaient entre eux naturellement avec des pauses. Le temps n'était pas une ressource à optimiser, mais un milieu dans lequel évoluer. Cette absence de découpage rigide réduisait certaines formes de stress. Il n'y avait pas d'urgence permanente imposée par des délais abstraits. Les contraintes existaient, mais elles venaient du monde naturel. Un orage imminent, une nuit qui tombe, une ressource qui s'épuise. Ces contraintes étaient réelles, mais elles s'inscrivaient dans un ordre compréhensible, observé depuis des générations. Le temps social suivait la même logique. Les relations évoluaient sans échéancier. Une tension pouvait durer longtemps puis se dissiper sans résolution formelle. Une alliance pouvait se renforcer progressivement sans moment précis de confirmation. Cette fluidité permettait une adaptation constante des liens sociaux. Les récits oraux reflétaient dans cette temporalité. Ils ne cherchaient pas à situer précisément les événements dans une chronologie. Ils mettaient pas l'accent sur les actions, les conséquences, les leçons. Le moment exact importait moins que le sens. Cette narration intemporelle facilitait la transmission des savoirs essentiels, indépendamment du contexte précis. Les saisons structuraient néanmoins une forme de répétition. Elles revenaient, reconnaissables mais jamais identiques. Cette répétition sans exactitude renforçait l'idée que le temps n'était pas circulaire de manière parfaite, ni linéaire. Il était fait de retours approximatifs, d'ajustements constants. Chaque cycle apportait des variations. Cette perception influençait la manière de vieillir. L'âge n'était pas compté avec précision. On reconnaissait les étapes de la vie par les capacités, les rôles, les transformations corporelles. Un individu devenait ancien non par le nombre d'années vécues, mais par l'expérience accumulée, par la mémoire qu'il portait. Le temps laissait des traces visibles dans le corps et le comportement. La mort s'inscrivait elle aussi dans ce temps vécu. Elle n'était pas perçue comme une rupture à une date précise, mais comme un événement parmi d'autres dans le flux de l'existence. Le souvenir d'un disparu persistait tant qu'il restait utile ou affectivement présent. Puis il s'estompait. Cette disparition progressive faisait partie du processus. L'absence de comptage du temps limitait aussi la possibilité de comparer les générations de manière stricte. Il n'y avait pas d'idée de progrès mesuré, d'amélioration continue. Chaque génération était évaluée dans son propre contexte. Les anciens transmettaient ce qui leur semblait important, sans chercher à dépasser systématiquement ce qui avait été fait avant. Cette relation au temps favorisait une certaine patience. Les changements importants étaient attendus sur de longues durées, une transformation du paysage, une modification des comportements animaux, une évolution des pratiques humaines. Rien ne pressait. Cette patience n'était pas une passivité. Elle était une stratégie d'observation attentive. Mais cette stratégie avait ses limites. Lorsque les changements ont commencé à s'accélérer, lorsque les cycles sont devenus moins prévisibles, cette temporalité souple a été mise à l'épreuve. L'expérience passée ne suffisait plus toujours à anticiper l'avenir proche. Le temps, autrefois familier, devenait plus incertain. Dans ces conditions, la tentation de mesurer, de fixer, de compter a commencé à apparaître. Non par goût de l'abstraction, mais par besoin de repères stables. Lorsque le monde change trop vite, le temps vécu peut perdre sa cohérence. Il devient nécessaire de le découper pour le comprendre. Ainsi, le temps vécu, sans être compté, a longtemps été une force. Il a permis une adaptation fine, une relation intime avec le monde. Mais lorsque l'équilibre ancien s'est fragilisé, cette relation a montré ses limites. Et dans ce glissement discret, une nouvelle manière de penser le temps allait émerger. Encore hésitante, encore incomplète, mais déjà en train de transformer profondément l'expérience humaine. Bien avant que les humains ne laissent des traces visibles dans le paysage, une mémoire plus discrète s'inscrivait déjà en eux. Elle ne prenait pas la forme de récits ni de gestes transmis consciemment. Elle se déposait lentement, génération après génération, dans la structure même du vivant. Cette mémoire n'était pas intentionnelle. Elle résultait de milliers d'ajustements silencieux entre les corps humains et leur environnement. Aujourd'hui encore, elle persiste, discrète mais active, dans l'ADN. Cette mémoire biologique ne raconte pas des événements précis. Elle ne se souvient ni des lieux ni des visages. Elle conserve des tendances, des prédispositions, des réponses probables à certaines conditions. Elle est seule le produit d'une longue coexistence avec un monde instable.
où survivre dépendait de la capacité à s'adapter sans jamais rompre brutalement avec ce qui fonctionnait déjà. L'ADN humain porte les traces d'un passé mobile. Nos corps sont encore optimisés pour la marche prolongée, pour l'endurance plus que pour la force explosive. Les mécanismes qui régulent l'énergie, la faim, le stockage des ressources reflètent un monde où l'abondance était intermittente. Cette mémoire explique pourquoi le corps humain réagit fortement à la rareté comme à l'excès. Il se souvient d'un temps où chaque ressource comptait. Cette mémoire n'est pas figée. Elle interagit avec l'environnement à chaque génération. Certains gènes s'expriment différemment selon les conditions vécues. Le stress, la nutrition, les relations sociales peuvent influencer cette expression. Ainsi, l'ADN ne conserve pas seulement le passé lointain. Il dialogue en permanence avec le présent, ajustant subtilement les réponses biologiques. Les réponses d'Odogene et les réponses au danger en sont un exemple. Le système nerveux humain reste particulièrement sensible aux menaces soudaines, aux mouvements rapides, aux bruits inattendus. Ces réactions ne sont pas des vestiges inutiles. Elles témoignent d'un passé où la vigilance constante était nécessaire. Même dans un monde transformé, ces mécanismes continuent d'agir, parfois de manière disproportionnée. La mémoire génétique influence aussi la manière dont les humains perçoivent le lien social. La dépendance prolongée des enfants, la capacité à coopérer, à reconnaître les émotions d'autrui sont profondément ancrées. Elles reflètent une histoire où la survie individuelle dépendait étroitement du groupe. L'isolement prolongé, encore aujourd'hui, est perçu par le corps comme une situation de stress, indépendamment du confort matériel. Cette mémoire ancienne explique également certaines tensions contemporaines. Le corps humain n'a pas été façonné pour l'immobilité prolongée, pour la surabondance constante, pour l'exposition continue à des stimuli abstraits. Ces conditions sont nouvelles à l'échelle biologique. L'ADN, lui, reste en partie accordé à un monde de mouvements, de variations, de rythmes naturels. Les rythmes biologiques portent eux aussi cette mémoire. Le cycle veille-repos, les variations hormonales, la sensibilité à la lumière naturelle témoignent d'une longue adaptation à des environnements non artificialisés. Lorsque ces rythmes sont perturbés, le corps scient réagit. Il ne s'agit pas d'un refus du changement, mais d'un décalage entre une mémoire ancienne et des conditions récentes. L'ADN se souvient également des maladies, ou plutôt des pressions exercées par elles. Le système immunitaire humain est le résultat d'un dialogue ancien avec une grande diversité d'agents pathogènes. Cette diversité a forgé une capacité de réponse complexe, parfois excessive, parfois insuffisante. Là encore, le corps agit selon des logiques anciennes, adaptées à un monde où l'exposition était constante et variée. Cette mémoire biologique n'est pas consciente. Elle ne se manifeste pas sous forme de souvenirs clairs. Elle s'exprime par des préférences, des réactions, des vulnérabilités. Elle influence la manière dont les humains ressentent la peur, le confort, l'attachement. Elle agit en arrière-plan sans narration. Il serait pourtant trompeur de considérer cette mémoire comme un programme rigide. L'ADN humain a toujours fonctionné dans l'interaction. Il ne dicte pas des comportements précis. Il ouvre des possibilités, en ferme d'autres. La culture, l'apprentissage, les conditions de vie modulent constamment son expression. La biologie n'est pas un destin, mais un terrain. Ce terrain a été façonné par une très longue période sans ville, sans agriculture, sans accumulation massive. Une période où la mobilité, la flexibilité, l'attention au présent étaient essentielles. Cette histoire n'a pas disparu avec l'apparition de la civilisation. Elle continue d'influencer la manière dont les humains réagissent aux structures temps fixes, aux contraintes prolongées, à la densité sociale. Certaines résistances modernes trouvent peut-être leur origine là. Le malaise face à l'enfermement, le besoin de mouvement, l'attrait pour les espaces ouverts. Ces tendances ne sont pas universelles, mais elles sont largement partagées. Elles suggèrent une continuité entre le passé profond et les expériences actuelles. L'ADN se souvient aussi de la lenteur. Les changements biologiques se produisent sur de longues durées. Cette inertie protège autant qu'elle contraint. Elle empêche des adaptations trop rapides qui pourraient être dangereuses, mais elle rend aussi difficile l'ajustement à des transformations brusques de l'environnement. Lorsque le monde change plus vite que le corps, des tensions apparaissent. À mesure que les humains ont commencé à modifier profondément leur milieu, à rester au même endroit, à transformer les paysages, cette mémoire biologique a été confrontée à des conditions inédites. Elle a continué de fonctionner, parfois en décalage, parfois en soutien. Le corps a suivi, mais pas sans friction.
Ce que l'ADN se souvient encore, ce n'est pas une époque idéalisée. C'est une manière d'être au monde, façonnée par la durée, par l'incertitude, par la relation directe avec l'environnement. Cette mémoire ne peut pas être effacée. Elle accompagne chaque transformation humaine, en silence. Alors que les sociétés devenaient plus complexes, que les structures se multipliaient, cette mémoire ancienne n'a pas disparu. Elle est restée en arrière-plan, influençant les réactions, les besoins, les limites. Comprendre cette continuité permet de mieux saisir pourquoi certaines transformations ont été lentes, conflictuelles, incomplètes. Et lorsque l'on regarde vers la suite de cette histoire, une question demeure. Comment une humanité portant en elle la mémoire d'un monde mobile, fluide, non compté, a-t-elle commencé à s'ancrer, à se fixer, à transformer durablement son environnement, sans pour autant effacer complètement ce passé inscrit au plus profond du vivant ? Pendant des dizaines de milliers d'années, le mouvement avait été la réponse principale à l'incertitude. Partir plutôt que rester. S'adapter plutôt que transformer. Mais peu à peu, dans certaines régions, cette logique ancienne a commencé à se fissurer. Non pas parce qu'elle était erronée, mais parce que les conditions qui la rendaient viable devenaient en plus étroites. Le monde n'était plus aussi ouvert qu'avant. Et dans cet espace qui se resserrait lentement, rester a commencé à apparaître comme une option possible. L'immobilité n'est pas apparue comme une décision consciente ou collective. Elle s'est imposée par petites touches, presque à contre-cœur. Un lieu particulièrement riche en ressources, une vallée protégée des variations climatiques les plus brutales, une zone où l'eau était disponible de manière fiable. Ces endroits attiraient les groupes humains plus longtemps que d'habitude. On y revenait souvent. Puis on y restait un peu plus. Ce prolongement du séjour modifiait subtilement les comportements. Les déplacements devenaient plus courts, plus ciblés. Les trajectoires familières se concentraient autour d'un même centre. Le paysage cessait d'être uniquement traversé. Il commençait à être fréquenté de manière répétée, presque quotidienne. Cette répétition changeait la relation à l'espace. Restait impliquée une observation plus fine encore. Non plus seulement reconnaître les cycles, mais anticiper leurs variations locales. Comprendre pourquoi une plante revenait toujours au même endroit. Pourquoi certains animaux fréquentaient régulièrement une zone précise. Cette attention accrue favorisait une connaissance plus intime du lieu, une familiarité qui dépassait celle acquise par le passage. L'immobilité partielle permettait aussi une autre forme de gestion des ressources. En restant plus longtemps, les humains pouvaient expérimenter, observer ce qui se produisait lorsqu'une zone était moins exploitée, lorsqu'un feu était utilisé différemment, lorsqu'une plante était préservée plutôt que cueillie immédiatement. Ces observations n'étaient pas théorisées, mais elles ouvraient de nouvelles possibilités. Cette stratégie comportait des risques. Rester signifiait dépendre davantage d'un environnement limité. En cas de changement brutal, la mobilité offrait moins de solutions immédiates. Mais dans certaines conditions, les avantages commençaient à l'emporter. Réduire les déplacements diminuait la dépense énergétique. Les enfants, les personnes âgées bénéficièrent d'une plus grande stabilité. Les blessures pouvaient en guérir sans la pression constante du départ. L'immobilité modifiait aussi les relations sociales. Les groupes, plus longtemps réunis, voyaient leurs interactions s'intensifier. Les tensions pouvaient s'accumuler, mais les liens se renforçaient aussi. La proximité prolongée exigeait de nouvelles formes de régulation. Les conflits ne pouvaient plus toujours être résolus par la séparation immédiate. Il fallait composer, négocier, ajuster. Dans ces contextes, certaines personnes pouvaient acquérir une influence plus durable, non par la force, mais par leur connaissance du lieu, leur capacité à anticiper, à organiser. Le leadership, autrefois fluide, pouvait se stabiliser temporairement. Cette stabilisation restait fragile, dépendante de la confiance collective et de l'efficacité réelle. L'immobilité favorisait également l'accumulation modérée. Non pas une accumulation massive, mais le stockage temporaire. Garder des aliments pour plus tard. Conserver des outils dans un même endroit. Cette pratique, limitée mais nouvelle, modifiait la relation au futur. Le lendemain devenait plus prévisible. L'attente pouvait être planifiée sur des durées légèrement plus longues. Les abris se transformaient eux aussi. Ils n'étaient plus conçus uniquement pour une occupation brève. Ils devenaient plus confortables, plus adaptés à un usage répété. Sans devenir permanents au sens strict, ils gagnaient en solidité. Cette transformation restait progressive, souvent réversible.
Rester plus longtemps permettait aussi l'observation des effets à long terme des actions humaines. Une zone trop exploitée se dégradait. Une autre, laissée au repos, se régénérait. Ces constats pouvaient influencer les comportements. L'idée qu'un lieu puisse être amélioré ou préservé par des actions humaines commençait à émerger sans encore se formaliser. L'immobilité introduisait une nouvelle relation au temps. Les cycles restaient importants, mais l'expérience quotidienne prenait plus de poids. Les jours se ressemblaient davantage. Cette répétition créait une familiarité nouvelle, mais aussi une attente. Le futur proche devenait plus concret. On pouvait imaginer être encore là dans un certain temps. Cette anticipation modifiait les priorités. Investir dans un lieu devenait plus pertinent. Transmettre des connaissances spécifiques à cet endroit précis prenait plus de sens. La mémoire collective commençait à s'ancrer dans l'espace, pas seulement dans le mouvement. Cependant, cette stratégie n'était pas universelle. De nombreux groupes continuaient à se déplacer largement. L'immobilité n'était pas un progrès linéaire. Elle coexistait avec la mobilité, selon les régions, les périodes, les conditions. Il n'y avait pas une direction unique, mais une diversité de réponses. Là où l'immobilité s'installait, elle restait souvent réversible. Un changement environnemental pouvait pousser le groupe à repartir. Rien n'était encore figé. Cette flexibilité permettait d'expérimenter sans s'enfermer définitivement. L'immobilité était une option parmi d'autres, pas une obligation. Mais à mesure que certaines zones devenaient plus attractives, que les populations humaines augmentaient lentement, la concurrence pour ces lieux s'intensifiait. Partir n'était plus toujours une solution simple. Les ailleurs disponibles se réduisaient. Dans ce contexte, rester devenait parfois une nécessité plutôt qu'un choix. Cette contrainte transformait la stratégie initiale. L'immobilité, autrefois expérimentale, devenait structurante. Elle exigeait des adaptations plus profondes. Des règles plus claires, une gestion plus attentive des ressources, une coordination accrue. Le monde humain commençait à se densifier. Quand l'immobilité devient une stratégie, elle change la manière d'habiter le temps, l'espace et les relations. Elle ouvre la voie à des transformations majeures, mais elle introduit aussi de nouvelles fragilités. Le mouvement, longtemps garant de la liberté, ne pouvait plus toujours compenser les déséquilibres. Et dans cette transition silencieuse, une question prenait forme. Une fois que l'on a appris à rester, que devient le monde que l'on habite lorsque l'on ne peut plus partir aussi facilement qu'avant ? Lorsque l'immobilité commence à s'installer, même de manière partielle, le monde humain entre dans une phase de transformation lente mais profonde. Rien ne bascule soudainement. Il n'y a pas de moment clair où l'on pourrait dire que tout change. Les signes apparaissent discrètement, presque imperceptibles pour ceux qui les vivent. Ils s'accumulent, se superposent, jusqu'à rendre l'ancien équilibre difficile à maintenir. L'un des premiers signes est la répétition accrue des gestes au même endroit. Ce qui était autrefois dispersé dans l'espace se concentre. Préparer la nourriture, allumer le feu, réparer des outils se font toujours au même endroit, jour après jour. Cette répétition transforme le lieu. Le sol se tasse. Les traces deviennent plus visibles. Le paysage commence à porter la marque humaine de manière plus continue. Avec cette présence prolongée, l'environnement immédiat cesse d'être simplement observé. Il devient progressivement modifié. Les plantes les plus utiles sont protégées, parfois favorisées sans intention formelle. Les animaux s'habituent à la présence humaine ou l'évitent de manière plus systématique. Le milieu répond. Cette interaction répétée crée un nouvel équilibre, différent de celui qui existait auparavant. Les humains commencent à remarquer ces effets, non pas comme des théories, mais comme des constats pratiques. Un lieu devient plus productif lorsqu'il est utilisé d'une certaine manière. Un autre s'appauvrit lorsque les prélèvements sont trop fréquents. Ces observations encouragent une attention nouvelle aux conséquences à moyen terme des actions humaines. Le stockage encore limité devient plus fréquent. Conserver des ressources au même endroit suppose une certaine confiance dans l'avenir immédiat. Cela modifie la relation au temps. L'idée de demain prend plus de consistance. Cette anticipation reste modeste, mais elle marque une rupture avec la logique du présent élargi. Le futur commence à peser davantage dans les décisions. Les relations sociales évoluent dans ce contexte. La proximité prolongée intensifie les interactions. Les alliances se stabilisent. Les tensions peuvent durer plus longtemps. Il devient plus difficile d'éviter un conflit par le simple déplacement. Cela pousse à développer des mécanismes de régulation plus élaborés. Les règles implicites gagnent en importance. Les comportements attendus se précisent.
la transmission des savoirs se transforme également. Lorsque l'on reste plus longtemps au même endroit, certaines connaissances deviennent plus spécifiques. Savoir reconnaître les particularités d'un lieu précis prend de la valeur. Ces savoirs sont transmis avec plus d'insistance. Ils cessent d'être uniquement contextuels. Ils commencent à se fixer dans la mémoire collective. Les enfants grandissent dans des environnements plus stables. Leur apprentissage change. Ils observent les mêmes lieux, les mêmes gestes, les mêmes personnes sur de longues périodes. Cette stabilité influence leur perception du monde. L'idée d'un ailleurs existe toujours, mais elle devient moins centrale. Le lieu familier prend plus de poids dans la construction de l'identité. Les abris, utilisés de manière répétée, gagnent en solidité. Sans devenir encore des constructions permanentes, ils sont renforcés, améliorés. Les matériaux sont choisis avec plus de soin. L'effort investi dans un abri se justifie par la durée d'utilisation attendue. Cette transformation reste graduelle, mais elle modifie la relation au bâti. La gestion des ressources devient plus consciente. Lorsque l'on dépend davantage d'un territoire restreint, les erreurs ont des conséquences plus visibles. Une surexploitation peut compromettre la survie à court terme. Cette vulnérabilité pousse à une observation plus attentive, à une forme de retenue. Le rapport au prélèvement se nuance. Dans ce contexte, certaines activités prennent une importance nouvelle. La surveillance, l'entretien, la prévision. Ces tâches ne sont pas spectaculaires, mais elles deviennent centrales. Elles exigent une continuité, une attention régulière. Elles favorisent l'émergence de rôles plus stables au sein du groupe, même si ces rôles restent flexibles. Les échanges entre groupes se transforment également. Lorsque certains groupes restent plus longtemps au même endroit, les rencontres prennent une autre forme. Elles peuvent devenir plus prévisibles, plus ritualisées. Les échanges ne sont plus seulement opportunistes, ils s'inscrivent dans une relation plus durable. Cette durabilité modifie les attentes, les obligations implicites. Les signes d'une différenciation sociale commencent à apparaître, mais de manière très subtile. Certains individus accumulent plus de connaissances spécifiques, plus de relations, plus d'influence. Cette différenciation n'est pas encore institutionnalisée. Elle reste dépendante du contexte et de la reconnaissance collective. Mais elle marque une évolution par rapport à l'égalité relative des groupes mobiles. La perception du passé change elle aussi. Lorsque l'on reste, le passé s'accumule dans un même lieu. Les événements laissent des traces visibles. Un endroit devient associé à une histoire partagée. La mémoire cesse d'être uniquement narrative. Elle s'ancre dans l'espace. Cet ancrage renforce le sentiment de continuité. Ces transformations ne sont pas vécues comme une rupture. Elles s'installent lentement, portées train par la répétition. Chaque génération hérite d'un monde légèrement différent de celui de la précédente. Les changements sont suffisamment graduels pour sembler naturels. Ce n'est qu'avec le recul qu'ils apparaissent comme un basculement. Pourtant, ce basculement comporte des tensions. La mobilité, longtemps garante de la liberté et de l'adaptation, devient plus contrainte. Partir à un coût plus élevé. Quitter un lieu dans lequel on a investi du temps et de l'énergie devient plus difficile. Cette difficulté introduit une nouvelle forme d'attachement, mais aussi de vulnérabilité. Le monde humain commence à se densifier. Les interactions se multiplient. Les ressources sont plus intensément sollicitées. Les marges de manœuvre se réduisent. Cette densité exige une coordination accrue, une anticipation plus fine. Elle ouvre la voie à des formes d'organisation plus complexes. Les premiers signes d'un basculement ne sont pas spectaculaires. Ils se manifestent dans la manière de regarder un lieu, de planifier un geste, de transmettre un savoir. Ils signalent un déplacement progressif de la relation humaine au monde, du passage à l'installation, de l'observation à l'intervention. Ce basculement n'est ni inévitable ni uniforme. Il dépend des contextes, des environnements, des choix collectifs. Mais là où il se produit, il transforme profondément l'expérience humaine. Il prépare le terrain à des changements encore plus visibles, encore plus durables. À ce stade, rien n'est encore pleinement fixé. Le monde ancien n'a pas disparu, il coexiste avec ses nouvelles pratiques, ses nouvelles attentes, mais l'équilibre s'est déplacé. Et dans cet espace intermédiaire, une question commence à se poser avec insistance. Que se passe-t-il lorsque les humains, après avoir appris à rester, commencent à transformer le monde pour qu'il corresponde à cette immobilité nouvelle ? Lorsque le monde humain a commencé à se fixer plus durablement, quelque chose s'est déplacé lentement, presque imperceptiblement. Ce déplacement n'a pas été vécu comme une perte immédiate. Il s'est produit en même temps que des gains évidents.
Une plus grande prévisibilité, une sécurité accrue dans certains contextes, une continuité nouvelle. Pourtant, en avançant vers des formes de vie plus stables, certaines dimensions anciennes de l'expérience humaine ont commencé à s'effacer, non par disparition brutale, mais par désuétude progressive. La première de ces dimensions est une certaine relation au mouvement. Marcher n'a pas disparu, mais il a changé de sens. Le déplacement n'était plus la structure principale de l'existence, mais une activité parmi d'autres. Le monde ne se découvrait plus principalement par la traversée, mais par l'occupation. Cette transformation a réduit l'attention portée aux transitions, aux zones intermédiaires, aux marges. Le paysage a cessé d'être une continuité pour devenir une succession de lieux distincts. Avec cette fixation est venue une autre perte plus subtile, la capacité à laisser derrière soi sans regret durable. Partir signifiait auparavant accepter que ce qui était vécu ne serait pas conservé matériellement. Les objets, les lieux, parfois même les morts, restaient en arrière. Cette acceptation faisait partie de l'équilibre. En restant, l'attachement s'est renforcé. Les lieux ont commencé à porter un poids émotionnel plus fort. Quitter est devenu plus difficile, plus coûteux. La mémoire elle-même s'est transformée. Lorsqu'elle n'était portée que par les corps et les récits, elle restait souple. Elle se modifiait, s'ajustait aux besoins du présent. En s'ancrant dans des lieux fixes, puis plus tard dans des objets durables, la mémoire a gagné en stabilité, mais elle a perdu en fluidité. Certaines histoires se sont figées, d'autres ont été oubliées parce qu'elles n'étaient pas associées à un lieu précis. Le rapport au temps a lui aussi changé. Le temps vécu, non compté, a laissé place à un temps de plus en plus découpé. Cette évolution a permis une coordination plus fine, une planification plus longue, mais elle a aussi réduit la tolérance à l'incertitude. Là où l'on s'adaptait autrefois à des variations imprévisibles, on a commencé à chercher à les contrôler. L'attente est devenue moins acceptable. La patience ancienne, façonnée par la durée, s'est peu à peu érodée. Dans ce processus, une certaine égalité relative s'est fragilisée. Lorsque les ressources pouvaient être quittées plutôt que défendues, les différences rares restaient limitées. Avec l'immobilité, l'accumulation, même modérée, a pris de l'importance. Les écarts se sont creusés lentement. La reconnaissance sociale s'est de plus en plus appuyée sur la possession, la maîtrise d'un lieu, la capacité à prévoir. Ce glissement n'a pas été perçu comme une rupture morale, mais comme une conséquence pratique. La relation au corps a également changé. Le corps, autrefois principal outil d'adaptation, a perdu une partie de son rôle central. La marche prolongée, l'endurance quotidienne, l'attention constante aux signaux du terrain sont devenus le moins nécessaires. D'autres compétences ont pris le relais. Le corps s'est adapté à de nouvelles contraintes, mais il a aussi conservé des attentes anciennes. Cette tension entre mémoire corporelle et conditions nouvelles n'a jamais été totalement résolue. Certaines formes de connaissances se sont estompées. La lecture fine du paysage, la capacité à anticiper sans instrument, l'orientation intuitive sur de longues distances, ces savoirs autrefois essentiels sont devenus secondaires dans un monde plus fixe. Ils n'ont pas disparu immédiatement, mais leur transmission s'est affaiblie. Ce qui n'est plus nécessaire finit par être oublié. La relation aux autres espèces a elle aussi changé de nature. Dans un monde mobile, les humains partageaient les territoires de manière indirecte, alternée. Avec la fixation, la compétition s'est intensifiée. Les animaux ont été repoussés, contrôlés, parfois éliminés. Les plantes ont été sélectionnées, favorisées, transformées. Le dialogue ancien avec le milieu est devenu plus asymétrique. L'humain a commencé à imposer davantage ses conditions. Cette transformation a modifié la perception du risque. Autrefois, Jean Rota, le danger venait du monde extérieur, imprévisible, mais connu dans sa variabilité. En cherchant à stabiliser l'environnement, les risques se sont déplacés. Ils sont devenus internes au système humain. Une erreur de gestion, une dépendance excessive à une ressource, une perturbation inattendue pouvaient avoir des conséquences plus larges. La sécurité apparente masquait de nouvelles vulnérabilités. Il serait pourtant réducteur de parler uniquement de perte. Chaque transformation a apporté de nouvelles possibilités. Mais ce qui s'est perdu mérite d'être reconnu pour ce qu'il était. Une manière d'habiter le monde fondée sur la légèreté, l'adaptation lente, l'acceptation de l'impermanence. Cette manière de vivre n'était ni idéale ni sans souffrance, mais elle était profondément ajustée à un monde changeant. Ce passé n'est pas entièrement derrière nous. Il subsiste dans des réflexes, des désirs, des malaises difficiles à nommer.
le besoin de mouvement, l'attrait pour les espaces ouverts, la fatigue face aux structures trop rigides. Ces résonances ne sont pas des nostalgies conscientes. Elles sont des échos d'une longue période où l'humain n'était pas encore séparé de son environnement par des couches de médiation. En avançant vers la civilisation, l'humanité n'a pas simplement ajouté quelque chose à son existence. Elle a aussi laissé derrière elle certaines capacités, certaines libertés discrètes. Ce qui a été perdu n'a pas disparu par accident. Cela a été le prix d'une nouvelle forme de stabilité. Mais ce prix continue d'être payé, parfois sans être reconnu. Regarder ce passé silencieux ne signifie pas vouloir y retourner. Il ne s'agit pas de réhabiliter un âge ancien, ni de condamner ce qui a suivi. Il s'agit de comprendre que l'histoire humaine ne commence pas avec les villes ni avec l'écriture. Elle commence bien avant, dans un monde sans monuments, sans dates, sans récits figés. Ce monde a façonné des corps, des esprits, des relations qui continuent d'influencer l'humain moderne. Ignorer cette profondeur revient à se percevoir comme plus récent, plus détaché qu'on ne l'est réellement. Reconnaître ce qui s'est perdu en avançant, ce n'est pas renoncer au présent, mais élargir la compréhension de ce que signifie être humain. Et peut-être que la question la plus silencieuse de toutes reste celle-ci. Dans un monde qui continue de s'accélérer, que reste-t-il de cette lente intelligence ancienne? Et que pourrait-elle encore nous apprendre si nous apprenions à l'écouter à nouveau ?